Les couples qui ne passent pas à l'acte avant le mariage seraient beaucoup plus épanouis que les autres d'après une étude de scientifiques. Ceux qui ont attendu leur nuit de noces pour perdre leur virginité seraient plus heureux que les autres. Selon les chercheurs, la communication au sein de leur couple serait supérieure à 22% à celle des autres couples et leur vie à deux serait également beaucoup plus stable. Quant à la qualité de leur rapport sexuel, les enquêtés qui ont répondu aux chercheurs sont catégoriques. Un couple ayant fait l'amour a 15% de rapports sexuels de qualité en moins qu'un couple abstinent avant le mariage. Se parler donc pour faire monter le désir, sexuels ou les rapports sexuels avant ou après le mariage. Quel choix opérer? Voilà le sujet en débat ce matin sur la Coupe commune. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous matinal. Un plaisir pour nous de vous retrouver donc sur cette tranche. Et comme tous les jours, je suis avec Modeste de Soutogbe. Bonjour Modeste. Bonjour Zénato Boulaï, bonjour téléspectateurs. Et je vous précise qu'aujourd'hui spécialement, toute l'équipe vous passe le salam. Enfin, vous dit bonjour, j'allais dire. Vous dit bonjour. Toutes ces personnes-là que vous ne voyez pas, de la réalisation, aux preneurs de son, à l'infographie, également, tout ce beau monde que vous ne voyez pas, mais qui nous projette, nous autres, à l'antenne. Vous dit bonjour. Alors, Modeste, moi je vous pose la question tout simplement avant que vous nous proposez le thème. Rapport sexuel avant ou après le mariage, vous préférez quoi? Ce qui m'arrange, Qui est quoi? le rapport sexuel avant le mariage. Avant le mariage. Vous aurez le temps de nous dire le pourquoi. Mhm. Voilà. Alors, notre thématique du jour. Alors aujourd'hui, on parlera de la sexualité. La sexualité qui est un nom féminin. Sexualité qui s'écrit S-E-X-U-A-L-I-T-E accent aigu. Alors nous aurons deux sens avec le mot du jour. En biologie, on parle d'un caractère de ce qui est sexué. Ensemble des caractères propres à chaque sexe. Et au deuxième sens, on parlera simplement de l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction, à l'instinct sexuel. Et comme synonyme, on parlera de libido et de sexe. Deux citations pour finir avec le mot du jour. Deux citations anonymes, bien entendu. La première citation qui nous dit « Le sexe n'est pas l'amour, ce n'est qu'un territoire que l'amour emprunte. » Le sexe n'est pas l'amour, ce n'est qu'un territoire que l'amour s'approprie. Le sexe n'est pas l'amour, ce n'est qu'un territoire que l'amour s'approprie. Et la seconde citation et dernière d'ailleurs qui nous dit « Les relations sexuelles avant le mariage sèment des semences de doute et de méfiance. » Les relations sexuelles avant le mariage sèment des semences de doute et de méfiance. Les rapports sexuels avant le mariage Sèment des semences de doute et de méfiance. Ah d'accord. Donc l'idéal, c'est de le faire après le mariage Après le selon mariage. cet auteur inconnu. Voilà. D'accord. Eh bien, on va demander tout cela à nos invités qui auront le temps d'opiner là-dessus. Il faudrait préciser déjà que en première heure, nous aurons un plateau de jeunes puisqu'ils aspirent au mariage. Il faudrait qu'ils nous donnent leur opinion sur la thématique. Est-ce que eux, ils préfèrent le faire avant ou ils s'abstiennent pour se découvrir après le mariage, les avantages, peut-être s'il y a des inconvénients, on va également l'évoquer. Ça, c'est pour la première heure. La deuxième heure, cette fois-ci, nous aurons un plateau de personnes d'expérience. Nous avons convié un coach et également un homme de foi. Puisqu'on parle de mariage, de rapports sexuels, ça s'oriente un peu vers la religion et tout. Donc, certains religieux se retrouvent là-dessus. Nous avons donc convié un homme de foi sur le second plateau. Donc, premier plateau déjà, nous aurons Calice
Tansi, qui est journaliste. Nous aurons Yannick Zunchekbe, qui est également journaliste, et Romaine Jenny, qui est une étudiante. Normalement, Borissel Assogba devrait être avec nous, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Donc, Modeste de Soutogbe le remplace. En deuxième plateau, nous avons convié M. Chidrak Lokono, qui est prophète, et Mme Amédée Podze Atolo, qui est, elle, coach. Voilà donc nos invités, mesdames et messieurs. Le premier plateau, c'est tout de suite. Voilà, nous sommes confortablement installés pour notre thématique du jour. Je vous présente très rapidement le plateau. Monsieur Kalis Tansi, qui est journaliste, bonjour. Oui, bonjour madame. Ça va ce matin? Ça va super bien. Merci d'être là aujourd'hui pour notre thème. Monsieur Zunchekbe Yannick, bonjour, vous êtes également journaliste. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Ah ben moi je pète la forme, comme on le dit dans le jargon jeune. Super. Et vous aussi, vous allez bien? Ça va super bien. D'accord. Une dame sur ce plateau, Romaine Jenny. C'est bien Romaine, c'est cela? Romariane Jenny. Romariane Jenny, d'accord, d'accord. Bonjour Romariane. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais bien, vous êtes étudiante en master journaliste vous aussi? Oui. Ah ben c'est une concentration de journalistes. Modeste également est journaliste. Moi qui mène le débat également, je suis des journalistes. Bon. Vous aurez le plateau est à nous simplement. Alors, notre thématique du jour, je le rappelle aux téléspectateurs, rapport sexuel avant ou après le mariage. Voilà le thème en débat. Vous pouvez donc interagir avec nous en nous laissant vos différents messages sur ce que vous pensez du thème, votre opinion là-dessus. La première question sera adressée à Monsieur Tansi. Quand on parle de rapport sexuel, déjà, pour faire peut-être des clarifications conceptuelles, qu'est-ce que vous entendez déjà par là? Rapport sexuel d'abord et avant ou après le mariage? Je définis le rapport sexuel seul d'abord, c'est ça? Ou bien le rapport sexuel avant ou après le mariage, ce qu'on peut entendre par là, c'est ça? Ok. Le rapport sexuel, je pense que comme on a coutume de l'appeler, c'est une union, une communion. Surtout physique, entre deux êtres. C'est un échange d'intimité qui se fait entre deux êtres. Maintenant, que ce soit avant ou après le mariage, bon, je pense que ça revient au même. Hein. Ah bon? Ah ouais. D'accord. Ça, c'est votre première opinion. Premier tour de table, le débat lancé. Oui, monsieur Zunchekbe. Je pense que je n'irai pas dans le sens contraire. Si bien défini. Quand on parle de rapport, c'est d'abord entre deux personnes, entre deux choses. Donc, rapport, c'est entre deux choses. Et là, on parle de sexuel. Donc, c'est forcément quelque chose qui a rapport avec la sexualité. Et donc, quand on parle de rapport sexuel, c'est entre hommes et femmes qui s'assemblent pour pouvoir profiter, je ne sais pas, de tout le plaisir qui réside dans le rapport sexuel. Donc, rapport sexuel, pour ne pas aller dans les définitions scientifiques, c'est un rapport entre une femme et un homme, en tout cas de façon normale, pour un but de satisfaction sexuelle. D'accord. Là, ça, c'est un but de satisfaction sexuelle. Oui, mademoiselle ou madame Jenny. Oui, merci madame la journaliste. Pour moi, le rapport sexuel, c'est l'échange entre deux personnes, un homme et une femme, qui se partagent l'intimité. C'est juste. Simplement. Oui. Modeste? Je veux simplement rajouter que c'est la découverte de la personne, la découverte de l'intimité, voire peut-être le lien que vous avez ou pas en matière de sexualité. D'accord. Alors, ce premier tour de table fait. Deuxième question, cette fois-ci à M. Zunchekbe. Pourquoi aller à cet acte? Déjà, il faut reconnaître que c'est un besoin physiologique. Lorsqu'on parle de sexe, ce n'est pas qu'on se lève un matin et que bon, on doit aller au sexe et qu'on y va. C'est un besoin physiologique et selon les scientifiques, c'est que à partir d'un certain âge, lorsque vous naissez, lorsque vous avez déjà environ, pour les dames, à partir de 11 ans, 12 ans, il y a la puberté qui intervient. Pour les hommes, à partir de 14 ans, ça intervient également. Et donc, à partir de cet âge-là, ça devient un besoin physiologique que vous devez satisfaire. Et quitte à vous de décider si vous allez le faire avant
ou après le mariage. Donc, pourquoi aller au sexe? Pour répondre à votre question, c'est pour répondre réellement à ce besoin-là qu'on sent en soi-même, à ce besoin physiologique-là qui se fait sentir à des moments donnés. À quel moment justement? Ça peut arriver. Par exemple, chez les hommes, ça n'a pas de moment en réalité. Ça n'a pas de moment. Il y a beaucoup d'éléments. Chez les hommes. Chez les hommes, bon, quand je parle de chez les hommes, c'est adultes, adolescents, parce que tout ça c'est des hommes. Oui, c'est ça. Adolescents, jeunes, adultes. Le genre, je parle ici, quand je parle d'homme, je parle ici du genre masculin. D'accord? Et déjà, même dans l'adolescence, le besoin peut se faire sentir. L'élément déclencheur, c'est déjà la puberté. Oui, mais ce n'est pas une chose pour les enfants. Un adolescent est encore un enfant. Enfin, à mon entendement, à moi, ça peut ne pas être la même chose pour vous, mais un adolescent est encore un enfant. Lorsqu'on parle d'adolescent, c'est déjà, quand on parle de 14 ans, 15 ans, même jusqu'à 18 ans, on considère que la personne est un adolescent. À partir de 18 ans, ça devient un adulte. Du moment où vous avez passé le cap de la puberté, c'est que vous avez naturellement l'envie. Vous n'allez pas me dire que les enfants, enfin, ce que vous estimez comme enfant, n'a pas envie d'aller au sexe. Et c'est ce qui crée en réalité tout ce qu'on a aujourd'hui. Quelqu'un qui a 16 ans aujourd'hui, quelqu'un qui a 17 ans, 18 ans, sent déjà ce besoin. Et à l'extérieur, il peut arriver des éléments déclencheurs, que ce soit ce qu'on visionne, que ce soit ce qu'on entend, que ce soit ce qu'on voit et tout. Et donc, le besoin, il est là, il est naturel. Maintenant, après, ça dépend de ce que vous en faites en réalité. D'accord. Oui, Madame Jenny, sur la même question, pourquoi y aller? Ok, pour moi, le rapport sexuel, aller, c'est un désir d'abord, un besoin que l'on ressent. Et peut-être quand on est dehors à l'âge de la puberté, on a des amis, des fréquentations, ou à la télé, on voit peut-être des choses qui se passent et on a envie de découvrir, d'y aller. La curiosité nous pousse à vouloir faire ce qu'on a vu ou faire ce que ses amis nous disent. La plupart du temps, c'est ça. À part ce désir lors de la puberté, il y a aussi les amis ou peut-être ce qu'on a vu qui nous incite à aller. C'est juste que mais est-ce qu'il y a peut-être une limite entre l'appréciation de ce qu'on voit faire et le fait de le faire réellement? Bon, je pense que chacun se fait son opinion là-dessus. Quand la personne, elle ira, peut-être qu'elle découvrira que, bon, tiens, c'est pas autant ce que je m'attendais à avoir. Ou c'est ce que je veux, et la personne s'y adonne et ça devient quelque chose qu'on a constamment envie de faire peut-être. Ah, constamment. D'accord. C'est peut-être un aveu qu'elle vient de nous faire. Bon, il ne faudra pas qu'on le tourne totalement vers elle. Monsieur Tensif, sur la même question. Bon, moi je pense que tout être humain qui est doté de tous ses sens doit ressentir l'envie d'aller au sexe. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Yannick Zongtsegui, c'est un besoin physiologique. Et quand en tant qu'être humain, vous vous privez trop de cela, là, vous créez peut-être des ennuis psychologiques ou physiologiques. Quand vous ne pratiquez pas, à force de voir, on doit quand même passer à la pratique. Il ne faut pas passer tout le temps à faire de la théorie. Un moment précis à le faire, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a un moment précis pour le faire? Bon, moi je pense que c'est déjà à l'âge de la puberté, hein. Même il y a certains enfants qui aujourd'hui... Dès qu'on a la puberté, c'est que oui, vent ouvert. On y va. Là, la puberté, c'est le déclenchement. Oui. Maintenant, après, ça dépend de ce que vous en faites. Voilà. En réalité. De ça, il s'agit. Oui. On ne dit pas que dès que vous êtes pubère, vous pouvez commencer déjà par aller au sexe. Non, ben, ça dépend de ce que vous en faites. Et moi, je vous dis qu'aujourd'hui, même les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté s'essayent déjà à ce jeu. Ah oui, il y en a qui s'essayent déjà très tôt. Tout dépend, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont très tôt, il y en a qui vont un peu tard. Voilà, donc toutes ces précisions étaient importantes à faire avant qu'on aille dans le cœur du débat parce que ce que nous voulons dire est assez sérieux. Maintenant, je vais demander votre avis déjà sur cela. Pour vous, Monsieur Caliste, on reste avec vous, Monsieur Caliste-Tansi. Faudrait-il aller au rapport sexuel avant ou après le mariage? Bon, sur la question, je pense que les avis sont partagés. Non, votre avis à vous. Oui, avant que je ne dise pour moi, c'est-à-dire je voudrais dire que c'est une question de choix
d'accord, ce choix peut être peut être lié à des raisons religieuses, peut être lié aussi à des raisons de conviction personnelle. Voilà. Maintenant, quant à moi, je pense que dire qu'il faut attendre le mariage avant d'aller au sexe, bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en ce sens que, comme l'a dit un président africain, s'il était prévu dans le plan de Dieu que vous attendiez le jour de votre mariage avant de passer à l'acte, il aurait attendu le jour du mariage avant de vous doter de cet organe-là. Oui, si Dieu nous donne le sexe très tôt, c'est pour que déjà... C'est une opinion fut-elle présidentielle, c'est une opinion comme tant d'autres. Si j'épouse cette opinion, ça veut dire que ce n'est pas une opinion qui est vraiment personnelle. En tout cas, moi, je pense que ce qu'il a dit est logique et c'est vrai. Comme on le dit dans le jargon chez nous, il ne faut pas acheter un pain qui est plié. Il faut au moins déplier pour voir si peut-être il y a de fissures ou quelque chose. Lorsque j'achète le pain et je rentre avant de me rendre compte que en réalité, ce qu'on m'a vendu là, l'intérieur là, c'est foutu. Là, c'est pas la joie. Et les risques qui sont dans le fait qu'il faut attendre le mariage avant de passer à la session. On n'est pas encore au risque. On est encore à l'argumentation du pourquoi vous pensez qu'il faut le faire avant le mariage. Voilà, c'est ça justement. Pourquoi il faut le faire avant le mariage? Quand vous commencez déjà, vous vous connaissez très bien. Vous arrivez à vous connaître physiquement, tout et tout. Mais quand vous devez attendre le mariage, vous ne savez pas si peut-être la personne avec qui vous voulez rester a peut-être des problèmes particuliers. Comme quoi? Que vous n'allez découvrir qu'après. Comme quoi? Peut-être que c'est une personne qui... je ne sais pas, excusez-moi, hein, ça peut être un impuissant. Si peut-être c'est une femme, peut avoir affaire à un homme impuissant qui retarde... Bon, ça, c'est l'extrême que tout le monde choisit pour justifier le fait d'y aller avant. Ce n'est pas que ça. Peut-être que la personne a une maladie particulière qui est liée au sexe, même si ce n'est pas l'impuissance. Et c'est après le mariage que vous découvrez que tu découvres que cette personne-là a ce problème particulier ou la personne a un problème, je ne sais pas, les problèmes varient d'un individu à un autre et peut-être que c'est après le mariage que vous découvrez ça. Or, quand vous découvrez ça avant le mariage, là, tu es encore libre de choisir d'aller au mariage ou pas. C'est une question de prudence, quoi. Voilà. D'accord, c'est noté. Oui, Modeste? Vous savez, quand on parle de relation, on parle déjà de communication. Et moi, je pense que le sexe, c'est déjà constitue une communication dans une relation, que ça soit avant ou après le mariage. Ça vous permet de découvrir cette personne avec qui vous êtes. S'il y a des choses à corriger, pourquoi pas corriger ces choses. Je prends un exemple de quelqu'un qui m'a envoyé une photo la dernière fois, ou des photos qui circulent sur la toile et vous voyez l'appareil de l'homme pendu et court et pendu en plus. Mais vous vous demandez, mais quand je vais me retrouver après le mariage et peut-être que vous retrouvez chez les évangéliques, peut-être et que... On va pas cibler une religion. Non mais, d'accord, vous vous retrouvez dans une église et que vous ne devrez même pas voir le sexe du conjoint avant le mariage, c'est après le mariage, vous vous rendez compte après le mariage que c'est ce tabac que possède la personne. Alors que vous, en temps, vous avez peut-être une vie sexuelle peu très fréquente et vous vous rendez compte que c'est ça, mais tout de suite, ça va vous pousser à la débauche. Parce que vous allez vous dire, mais ce tabac, est-ce que ça va quand même me servir à grande chose? Déjà, aller au sexe avec un homme, moi, je soutiens ça avant le mariage. Vous permet de connaître la personne. S'il y a quelque chose à développer, s'il faut revoir sa manière de faire, s'il y a une communication à avoir autour du sexe, je ne veux pas si, je préfère que ça soit ça, vous essayez de le faire, mais après le mariage, vous ne connaissez forcément pas la personne et vous êtes surpris par la suite de voir que la personne ne vous convient pas ou ne remplit forcément pas les conditions que vous êtes fixées dans la tête. Et déjà, c'est vrai, la télé, on voit les gens s'amouracher, faire l'amour et autres. On se dit, mais est-ce que je ne vais pas pouvoir faire ça? C'est peut-être cet aspect qui nous pousse à aller au CSA, vouloir goûter aux fruits défendus. Et aussi les parents, quand il y a cette partie qui s'affiche sur l'écran, les parents qui zappent tout de suite. Mais vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de cacher? Peut-être c'est ce que les autres ils font, mais j'ai envie de goûter. Pourquoi ne pas essayer de voir ce qu'il y a derrière? D'accord.
T'as entendu? Monsieur Zounchegwe. Alors moi, je n'ai pas d'avis sur la question parce que je Ah, mais pense que... vous devez avoir un avis. Si vous êtes présent sur le plateau, c'est pour donner un avis. Je pense que la décision, ou bien la décision d'aller au sexe avant ou après le mariage, ça revient au couple. Ce n'est pas à nous de décider du fait que... Mais le couple est fait de deux personnes. De deux personnes. On dit un couple. Effectivement. Ou bien, vous n'avez pas perçu la question, c'est pour vous. Quel est le choix à faire? C'est peut-être la question qui me dérange. Le choix à faire revient au couple. Et c'est de ça que je parlais. C'est pour ça que je rejoins Madame Modeste, je crois, qui parlait de communication. On ne peut pas imposer à un couple d'aller au sexe avant ou après le mariage. C'est une décision. Lui, elle était claire, elle dit avant est mieux. Avant est mieux. Oui. Alors, moi, je vais voir la chose sur deux angles. Allez-y. Le plan spirituel et le plan scientifique. Lorsqu'on prend le plan spirituel, généralement, on entend dire que pour un couple, il est préférable d'aller d'abord au mariage, de se marier d'abord, ou si je dois marier les propos de la Bible, on dit que avant de se connaître, il faut d'abord aller au mariage. Donc, spirituellement parlant, on est tous d'accord, en tout cas moi je suis d'accord que il faut d'abord attendre le mariage avant d'aller au sexe. Et pour aller plus loin, pour aller dans les développements, c'est qu'on dit que pour ceux-là qui veulent vraiment que le mariage soit le sommet de leur amour, ils préfèrent attendre avant de se lancer. Donc sur le plan spirituel, c'est possible d'aller au mariage après le sexe. Mais non, scientifiquement parlant, lorsque, tout à l'heure j'ai commencé par parler de la puberté, lorsque vous avez ce besoin et que vous vous abstenez par choix, c'est beaucoup plus facile de tenir. Parce que les expériences des psychologues ont prouvé en réalité que quelqu'un qui se prive du sexe contre son gré est soumis à une sorte de dépression, à une sorte de stress, à une sorte de manque d'estime de soi. Donc, lorsque vous choisissez de rester sans cesse, ou bien lorsque vous choisissez de vous abstenir et que c'est votre choix et qu'avec votre partenaire vous êtes entendu sur ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ça devient une contrainte, lorsque ça devient un chemin de croix, alors là c'est compliqué. Je vais aller plus loin pour parler des bienfaits du sexe lorsque vous êtes dans le couple. Parce que quand on parle de couple, il faut grandir ensemble, il faut s'aimer de façon progressive pour trouver d'autres moyens de nourrir l'amour. Lorsque vous faites du sexe, on est d'accord que scientifiquement, ce sont des hormones qui sont libérées. On peut parler de la dopamine, on peut parler de l'endorphine, qui sont libérées au cours de l'acte sexuel. Oui. Donc, cela peut nourrir en réalité ce que vous avez ensemble. Cela peut vous permettre... Entretenir, au fait... Justement. Et ça peut même favoriser la venue du mariage. Donc, aller au sexe peut même vous motiver à aller au mariage parce que vous vous sentez désormais prêt. Ça peut vous motiver pour aller au-delà de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et le troisième point que je vais soulever pour terminer, c'est quoi? Aujourd'hui, combien de jeunes sont prêts à aller au mariage? Combien de jeunes? Parce que le mariage, ce n'est pas seulement le sexe. C'est faux, c'est beaucoup d'autres responsabilités. Mais c'est dans quel sens donc, vous vous posez cette question? Combien de jeunes sont prêts à aller au sexe? À aller au sexe. Et moi, à aller au mariage. À aller au mariage, d'accord. Alors, le mariage, aujourd'hui, comme je le disais, ce n'est pas une question de sexe ou bien... C'est beaucoup de choses. Et dans une investigation de médias BBC Afrique, il a été prouvé que en 1999, la moyenne pour aller au mariage, c'était de 19 ans. En 2006, c'est venu à 20 ans et que progressivement, l'âge est en train d'évoluer. Donc, plus vous faites attendre la personne, plus elle se prive du sexe et plus elle a les différents problèmes dont je viens de parler. Et donc, vu ce facteur-là, je pense que la décision d'aller au sexe avant ou après le mariage, ça dépend des deux personnes et la décision leur revient. Il ne faudrait pas que ça soit une corvée pour quelqu'un. Il ne faudrait pas qu'on se dise « ouais, je suis privé ». Non, non, non. Quand je m'abstine, je sais que c'est parce qu'on a des visions de vie ensemble, c'est parce que nous avons la même vision et qu'on est tous clairs que la conclusion nous soit commune et arrange tout le monde. D'accord. Donc, pour vous, il n'y a pas de choix à faire. L'essentiel, c'est que les deux s'entendent sur l'option à préférer. Oui, Jenny, vous avez la parole. Pour moi, dans notre éducation, on nous a appris que c'est le mariage avant le sexe. Mais de nos jours,
on dit pour se connaître mutuellement, on a besoin d'aller au sexe. C'est en allant au sexe qu'on communique mieux, que la femme découvre l'homme. Et ça permet aussi d'avoir un peu d'expérience pour ne pas qu'après le mariage, on s'ennuie dans le couple, la routine. Peut-être que l'homme est puceau et la femme aussi vierge. Ils se découvrent, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils sont obligés d'aller peut-être se renseigner pour savoir quoi faire. Mais si auparavant, ils s'étaient découverts et ont eu à passer à l'acte ou quelque chose du genre, ils ont un peu plus d'expérience et il n'y a pas de routine dans la relation, dans le couple. Bon? Le fait de le faire avant, c'est ça? Il n'y a pas de relation, de routine après? Oui, bon, parce que... Peut-être parce que vous n'avez pas fait l'expérience. De toute façon, c'est votre opinion. On la respecte. Laisse-les-la aller à la fin. Oui, allez-y. Dans notre éducation, c'est ça, mais la société d'aujourd'hui ne respecte plus ça. Avant, c'était ça parce que les parents disent, surtout pour les filles, ce sont les filles qui doivent rester vierges parce que cela honore la famille. Et c'est aussi une dignité pour cette dernière. Et bon, aujourd'hui, ce n'est plus réellement ça. On est à une autre ère, si je peux le dire. C'est le prétexte pour aller à tout, en fait. Non, je pose la question. Moi, tout ce que je dis est une question. Donc, je n'ai pas d'opinion à donner, moi. Il n'y a pas on n'a pas assez de parents mariés. Il y a tellement de parents qui vivent en concubinage jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas nous. Non, quand on dit le mariage sous nos cieux, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire le choix d'époux officiels, c'est-à-dire vont se déclarer à la mairie et font les formalités officielles, donc administrativement et religieux également. Mais il y a beaucoup également qui continuent de vivre dans le concubinage. Donc voilà, on dit le mariage, mais quand ce qu'on met dans le mariage, c'est pas forcément l'alliance au doigt, etc. Donc, en plus, la coutume ne punit pas le fait qu'on ne soit pas marié avant d'aller au sexe. Donc, je pense que les gens préfèrent plus le il faut attendre la punition d'abord. Non, en fait, ce qui n'est pas... Je me dis, si c'était qu'il y avait une punition, peut-être que les gens allaient plus dire le mariage avant le sexe. Mais là, maintenant, on dit que la coutume ne punit pas que dans la religion, on traite ça de fornication. Mais la coutume punit. Mais on peut se faire pardonner en se repentant. Dieu, il est miséricordieux. La coutume punit en ce sens que vous constituez une honte pour votre lignée, pour votre famille. Parce qu'on vous dit, vous devez rester vierge jusqu'au mariage. Et vous allez vers le sexe, vous allez découvrir le sexe. Donc déjà, vous constituez une honte pour votre famille, pour votre couple. La société en fait, on se retrouve dans une société où, quand vous sortez avec quelqu'un, vous êtes obligé d'aller à l'acte avec la personne. Pourquoi? De peur que la personne ne vous quitte. Parce que vous vous dites, c'est pas du fait de la société. Ça, c'est vos problèmes internes. Non, mais la société passe là au contexte social. Quand on prend la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse est quand même contrainte à aller au sexe parce que l'image, on voit les autres. Ça, c'est peut-être les dérives d'une jeunesse. Vous ne pouvez pas dire que c'est la société qui est ainsi. Je pense que madame a mal exprimé l'idée, enfin, à mon avis. L'idée ici, c'est que l'environnement ne vous permet pas de rester de vous abstenir en réalité. Qui crée l'environnement? L'environnement, c'est nous-mêmes. C'est vous, je suis heureuse d'avoir que des jeunes. Ce n'est pas nous forcément. Ce n'est pas nous forcément. Vous n'avez pas vu ça de vos parents? On n'a pas vu ça de nos parents, mais on voit ça ailleurs. C'est de ça il s'agit. Oui. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de rester. On ne va pas rester sur cet angle parce que moi j'ai une autre question, mais allez-y. Permettez-moi de placer un mot. Oui. Je brûlais d'envie d'intervenir depuis là. Et vous savez, je pense que ce n'est plutôt pas l'environnement, mais ce sont les contraintes physiologiques qui veulent que nous puissions aller au sexe. Si j'ai un partenaire qui refuse que je pratique l'acte avec lui, mais je serai obligé d'aller chercher ailleurs. Parce que je dois satisfaire ce besoin-là. D'accord, très bien. Et parce que vous savez qu'ailleurs, vous pouvez satisfaire le besoin. On va remettre les choses à terre pour être sûr d'évoluer. Vous savez que vous faites très bien de l'évoquer comme ça. Quand on vous entend là tout de suite, certainement les téléspectateurs se demandent, mais qu'est-ce que ces jeunes-là font du sexe? Vous avez dit dans votre première ou deuxième prise de parole tout à l'heure qu'il faudrait se connaître, essayer, etc. Vous avez presque épousé tous la même opinion, sauf Monsieur Zonchegbe qui a mis un bémol. Alors, est-ce qu'on est ensemble pour forcément aller au sexe?
Ça, c'est la question qui vous est proposée. Pour D'accord. forcément aller au sexe. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas se découvrir autrement? Est-ce qu'on ne peut pas se parler? Tout à l'heure, dans mon introduction, je donnais une étude qui disait que les couples qui attendent avant d'aller au sexe, c'est-à-dire après le mariage, ont une expérience de qualité sexuelle meilleure. Ça, c'est pas moi, c'est des scientifiques qui ont fait cette étude-là. Mais rien que peut se parler motive, stimule leur envie de rester ensemble. Donc, finalement, est-ce que vous êtes ensemble forcément, selon votre thèse à vous, pour aller au sexe, monsieur Tanti? Alors, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a plusieurs sortes de relations. Il y a relation de travail, il y a relation d'amitié simple et il y a relation d'amour. Si nous sommes des amoureux et nous n'allons pas au sexe, ça n'a pas de sens à mon avis. Hein. Ça veut dire qu'en Donc, réalité, votre relation, vous n'êtes que le sexe? nous ne sommes que deux hypocrites qui se regardent sans se dire la vérité. Au-delà du sexe, il y a bien d'autres choses que deux personnes amoureuses doivent faire. Je ne dirais pas peuvent faire, mais doivent faire. On doit souvent rester ensemble pour échanger des idées. On doit penser à notre avenir. On doit quand même essayer ensemble de faire des analyses sur des points de vue donnés. Ce n'est pas pour rien que souvent les femmes intellectuelles n'aiment pas s'acoquiner avec des hommes qui n'ont pas leur niveau. Vous ne me direz pas le contraire. C'est parce qu'elles savent que celui qui est intellectuel et qui est arrivé au moins à leur niveau, avec celui-là, on pourra quand même... Le niveau des analyses, il n'y aura pas de la décadence et on pourra facilement s'accorder. On doit manger ensemble, on doit se distraire ensemble, on doit aller à la plage ou peut-être dans un restaurant. On doit faire beaucoup de choses, on doit faire presque toutes choses Tout ça ensemble. doit se solder par le sexe. Non, ne voyez pas un vice dans ma question. C'est une question totalement... Le besoin du sexe Oui. a un objectif noble aussi. Nous devons avoir des enfants. Oui, là, ça veut dire que nous sommes en train de... Mais avant le mariage, vous y allez toujours pour avoir des enfants? Il y a des gens qui ont des enfants avant d'aller au mariage. Bien sûr, bien sûr. Il y a certains, même aujourd'hui, en garantie, ils engrossent la femme avant de donner la dot. Absolument. Donc, D'accord. de là, on peut dire que ce n'est pas que le sexe, mais le sexe est primordial. D'accord. Oui, autour de... Dans le mariage, qu'il n'y a pas le sexe, que vous ne vous découvrez pas davantage, vous ne restez pas, le mariage, ça a une courte durée. Et après, vous vous lâchez. Ah, là, non, je vais revenir. Il y a une écrivaine Plia qui a fait sortir un ouvrage. Avec le temps, elle va passer sur ce plateau. Exactement, la libido retrouvée. Et quand vous l'entendez au cours de l'interview, elle disait quand même que la libido retrouvée, quand vous retrouvez dans ce mariage, tout de suite, c'est pas les enfants qui priment, c'est le sexe. Qu'est-ce que vous faites du sexe? La communication dans le sexe. C'est en fait ça qui prime dans une relation, dans un couple. C'est pas avoir des enfants, vous pouvez adopter des enfants comme vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous faites du sexe? C'est quoi? C'était la question. En fait, Qu'est-ce que vous faites du sexe? Est-ce que vous êtes ensemble rien que pour aller au sexe? non, mais pas rien que pour aller au sexe. Mais le sexe, c'est quand même la plus belle chose qui puisse exister. Je vais le dire ici. Et le sexe, c'est juste pour communiquer. Le sexe, c'est de la communication. Quand vous allez à l'acte quel type de communication alors? Quel type de communication? Que ça soit spirituel, le sexe, c'est... Parce qu'on se transmet des ondes spirituelles. Quand on est ensemble avec quelqu'un, vous partagez, que ça soit le bon côté de vous, le mauvais côté, ou tous les esprits qui vous rôdent autour. Donc, je pense le sexe, c'est la communication, c'est se connaître davantage à part les projets de vie, à part tout ce qui va avec. Mais c'est en fait le centre de la relation, que ce soit avant le mariage ou après le mariage. Oui. Bon, d'accord, allez-y. Oui, vous brûlez d'envie de prendre la parole depuis. Allez-y. Quand on est en couple, c'est pas non seulement pour le sexe. On peut faire des projets de vie, on peut dialoguer d'autres choses, mais le sexe, c'est ce qui pimente au fait la relation. C'est vraiment important, c'est primordial. À part le fait que vous dialoguez de votre avenir, de ce qu'il faut faire, de vos projets, mais tout s'arrête là si vous n'allez pas au sexe. C'est comme si chaque fois vous revenez, c'est toujours la même chose. À un moment donné, vous serez ennuyé. Et peut-être que l'homme, si c'est quelqu'un qui n'est pas consentant du fait que vous n'allez pas au sexe, il va commencer par voir ailleurs. Donc, si vous vous découvrez, vous allez au sexe, cela pimente le couple, cela consolide encore plus les liens. Et ça permettra même et pour d'autres, ça leur permet d'aller au mariage. Je crois que c'est ce petit pouce qui je fais les mots. Enfin,
qui stimule la chose. Voilà, D'accord. merci. Oui, on va donner d'abord la parole à Zunchegui. Effectivement, je pense que sur cette question, depuis il y a très longtemps, selon les témoignages que nous avons reçus de nos parents et selon tous les documentaires que nous avons suivis, c'est que la fonction la plus essentielle chez la femme dans le temps, au niveau de son sexe, c'était la fonction de reproduction. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, l'idée, c'est que vous puissiez lui donner des enfants pour qu'on puisse savoir que vous êtes une femme. Donc, aller au sexe, à un moment donné, était très important pour avoir une vraie progéniture. Et c'est d'ailleurs même ce qui a créé le problème de l'excision, où on dit que la femme n'a pas droit au plaisir et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, avec toutes les sensibilisations qui se font, on sent que la femme a le droit d'avoir une sexualité pleine. Donc, elle sait aujourd'hui qu'à part sa fonction de reproduction, elle doit également jouir de la sexualité. Elle doit également sentir des choses. Elle doit également avoir des sensations. Et vous n'êtes pas sans savoir que chez la femme, la satisfaction sexuelle, ce n'est pas la même chose que l'homme. Pas du tout. Peut-être qu'on peut circonscrire la satisfaction sexuelle de l'homme à l'éjaculation. Mais ce n'est pas ça chez la femme. Il y a des femmes qui ont des règles précises, des femmes qui sont stimulées avec des différents comportements, avec différentes manières. Et donc, cela peut prendre du temps. Ça peut prendre une année, comme ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre des années. Vous n'allez pas me dire que durant ces années-là, au lieu qu'on profite vraiment de notre sexualité, on soit là en train de chercher à satisfaire l'autre. Ça peut créer des frustrations au niveau de l'homme. Et là, ça devient très compliqué à gérer. Et donc, le temps de vous connaître, lorsque vous êtes en concubinage, lorsque vous êtes amis et que ça vient de commencer, je pense que ce temps-là peut vous permettre en réalité de savoir quels sont les points sensibles, quelles sont les préférences de l'un et tout ce qui va avec. Et là, vous vous découvrez. Parce que après le mariage, si c'est après le mariage que ça doit intervenir, les frustrations vont se créer. Les problèmes vont venir à chaque fois, mais vous n'allez pas savoir d'où est-ce que ça vient. Parce que quand vous allez au sexe, c'est l'homme seul qui en jouit et la femme n'en jouit pas. Là, alors que réellement, c'est une communication. À vous entendre, ça veut dire que nos parents à nous qui ont eu totalement un mode différent de contracter le mariage, d'aller au sexe. Ils ont attendu être dans le foyer d'abord avant d'aller au sexe. Ils étaient si malheureux. Ils n'étaient pas si malheureux, mais ça revenait à une décision. Et ils n'étaient pas si malheureux, peut-être qu'ils ne nous ont pas dit cela. Parce que la chose, c'est peut-être que le temps passe, peut-être que nous passons d'une époque à une autre, mais les hommes restent les mêmes. Nous avons les mêmes facteurs. Il y a beaucoup de couples qui étaient contraints à rester abstinents jusqu'au mariage. Parce qu'il y avait des stéréotypes, parce qu'il y avait des implications religieuses. Ce n'est pas qu'ils n'en avaient pas envie, mais parce qu'on estime que... Mais ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu. Et c'est toujours d'actualité. Oui. Mais aujourd'hui, il y a comme un changement de mentalité. Aujourd'hui, il y a comme cette implication... Oui. Bon, pas une copie de l'Occident, mais comme une liberté de quand même satisfaire sa libido, de profiter de ces périodes libidinales et tout ce qui va avec. Donc, le besoin physiologique est beaucoup plus accessible aujourd'hui. La satisfaction de ce besoin est beaucoup plus accessible. Avant, il y avait tellement de règles. Vous couchez ensemble sans être mariés. Il y a les dieux qui vont vous poursuivre. Vous allez voir les revenants la nuit, etc., etc. Mais est-ce que c'est encore aujourd'hui la même chose? Est-ce que l'implication religieuse, l'implication socio-culturelle est toujours vraiment partie intégrante de la chose? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Oui, bon, voilà. On va faire une petite précision. On va éviter les termes un peu grossiers. Comme on est en antenne, aller au sexe, faire l'amour, tout ça, c'est assez joli à entendre. Mais bon, ce que vous venez de dire tout à l'heure n'est pas toujours agréable à entendre. Donc, je ne vous interdis pas d'être aussi free que vous voulez, mais avec des thèmes adéquats, puisque nous parlons à des personnes tout aussi responsables, certainement comme vous, et encore plus. Donc, on ne sait jamais qui nous écoute, qui nous suit. Nous saluons à nouveau tous nos téléspectateurs. Alors, il est bien, vous voulez parler, M. Tansi, c'est l'occasion. Mais laissez-moi le temps au moins de vous poser la question. Vous allez répondre à ma question peut-être après avoir fait les clarifications que vous vouliez faire. Vous avez tous soutenu qu'il faut y aller avant, etc., se découvrir et tout ce que vous avez donné comme argument tout à l'heure. Mais ce que vous faites aujourd'hui de la sexualité, quand vous finissez de vous découvrir, pour éviter peut-être les surprises après le mariage, d'accord, c'est votre choix, c'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez.
Mais quand cette relation ne prospère pas, vous laissez ça à la charge de qui? C'est là où le bas blesse en fait. Quand deux êtres qui se sont jurés amour et fidélité, du jour au lendemain, se séparent à queue de poisson, c'est qu'il y a quelque chose Ils forcément... se sont jurés parce qu'il n'y a pas de témoin. Ils se séparent parce qu'il n'y a pas de témoin à un moment donné. Donc, Je n'en disconviens pas. Ils font ce qu'ils veulent. Je n'en disconviens pas. Mais lorsque vous vous résolvez à rester ensemble et vous commencez déjà par goûter aux fruits défendus et subitement, le moment arrive où vous vous séparez comme ça, c'est qu'il y a forcément eu problème. Il y a forcément eu un problème. Il y a un adage qui dit que c'est la beauté de la femme qui attire l'homme, mais c'est le comportement de celle-ci qui le maintient. Et du côté de l'homme aussi, c'est valable. Lorsqu'un homme avec qui vous êtes, et c'est son argent que vous suivez, le jour où l'argent va disparaître, les problèmes de séparation, les problèmes vont commencer. Vous êtes Je vous connu suis, avec je vous moi. suis. Donc, l'homme qui se met en tête qu'il veut juste passer au sexe avec celle d'en face n'est pas objectif. Là, c'est autre chose. Ça, c'est un autre cas, un cas isolé. Mais lorsque déjà je vois une personne qui m'attire et j'ai bien envie de rester avec elle. Et je lui dis, ah bien, tu sais, je t'apprécie beaucoup et j'aimerais quand même faire du sérieux avec toi. Et qu'il se met cela en tête, il faut quand même que ce sérieux qu'il a mis en tête soit réciproque. La femme en question avec qui il est, que cette femme-là aussi ait le même objectif. Parce que les objectifs souvent ne sont pas les mêmes. Et quand je suis avec toi et je me sacrifie, toi aussi tu dois quand même pouvoir... Est-ce qu'on ne va pas justement se repréciser ses objectifs pour pouvoir partager ses objectifs en se parlant? Voilà. Pourquoi je vous demandais s'il faut, si la relation ne sera faite que de ça, il faudra Non, se parler. une relation pour pouvoir communiquer sur les objectifs de vie, Oui. surtout, pour pouvoir aller de l'avant. Mais Oui. si vous ne le faites pas, c'est normal que Oui, vous je l'ai dit partagiez tout à rien l'heure. Si ensemble. vous vous souvenez, je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque nous sommes ensemble, ce n'est pas uniquement pour le sexe. C'est pour partager bien de choses, beaucoup de choses ensemble. Nous devons ensemble. Je dois lui parler de mes projets. Et si elle a des idées, elle partage. Il y a des foyers dans lesquels c'est surtout la femme qui donne des idées à son homme. Là où moi, mes idées ne vont pas, peut-être elle autre, les idées vont voir et elle va m'amener quand même à bien faire les choses. Vous voyez un peu, si peut-être nous sommes comme ça et nous vivons comme ça, et quand nous nous voyons, nous rions bien, on fait tout ensemble. Mais que subitement, la séparation vient après, c'est qu'il y a un problème. Et nous devons pouvoir régler le problème. Mais si on ne fait rien pour régler le problème, entre nous, on n'arrive pas à régler et qu'on n'arrive pas peut-être à toucher une tierce personne pour intervenir dedans, nous amener à nous réconcilier ou à quand même tenir à nos promesses. Là, c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais. Oui, c'est la même question. Je dirais tout simplement que c'est là le piège quand on fait le choix de passer à l'acte avant le mariage. Mais dès que les bases sont bien mises et qu'on sait déjà quels sont nos projets, je crois que on peut arriver à surmonter si un problème arrivait et qu'il faudra mettre fin à la relation. On pourra trouver un terrain d'entente puisque nos projets étaient déjà fixés, on savait déjà comment y aller. D'accord, on va faire un petit exercice. Vous êtes femme, vous avez certainement des copines et des copains. Sur 10 amis que vous avez qui ont contracté une relation comme ça et s'essayer pour pouvoir voir s'ils iront au mariage, combien ont résisté? Elles sont très peu. Très bien, continuez. Continuez. Quand vous disiez que ça dépend des projets, etc., je voulais qu'on factuellement, qu'on cite des faits. Allez-y. C'est vrai que et parfois on se dit, on se met ensemble pour aller jusqu'au mariage et ça ne marche pas. Mais quand ça ne marche pas, il faudrait prendre du recul et voir où ça n'a pas marché dans cette relation et essayer de voir quoi faire pour que ça puisse marcher avant de se relancer à nouveau dans une relation. Si peut-être que de l'autre côté, c'est à mon niveau, peut-être en tant que femme, j'essaie de corriger ce qu'il faut corriger en prenant du temps pour mieux et rebondir prochainement et que la relation puisse aller mieux. D'accord. Oui, Modeste, vous aussi, vous avez la parole sur la même question. Tout le monde va y passer. C'est cette question-là. Quand vous préférez aller au sexe avant le mariage, d'accord, personne ne vous l'interdit. Mais quand ça ne se solde pas par le mariage, cette relation-là, celle qui est laissée ou celui qui est délaissé, c'est pour le compte de qui? Le fait après ne garantit pas forcément une certaine dignité à la femme.
Il y a aussi des séparations après le mariage. Oui, Il y a des bien personnes qui sûr, se marient et bien qui se sûr. séparent après. Mhm. Maintenant, c'est la femme est laissée à qui? Belle C'est- question. Oui, mais C'est aussi une question. la femme, quand on est en relation avec quelqu'un et qu'on va au sexe avec la personne, c'est pas forcément pour que du jour au lendemain, on se sépare, qu'on n'est plus, qu'on ne soit plus ensemble et qu'on laisse la femme pour son compte, la femme qui se retrouve avec un autre monsieur après. Donc, c'est pas en fait le but de la relation. Mais on n'est pas maître du destin, on ne sait pas ce qui peut arriver. Les problèmes surgissent à tout moment. On essaie de communiquer, la communication, on l'a dit, la communication, le sexe, on ne fait pas dire. Mais on essaie de communiquer avec la personne, ça n'aboutit forcément pas. Mais là, vous n'allez pas dire, c'est parce que je suis allée au sexe avec la personne que je vais forcément rester. On n'est pas obligé de rester, c'est pas parce qu'on a eu de relations sexuelles qu'on va forcément rester D'accord. et se tuer sur ça. Ce qui est sûr, Oui. on fait des expériences. C'est pas pour autant on couche avec tout le monde. On va éviter les solutions. Comme je le disais tout à l'heure. Ça fait pas trop joli, en tout Ben, cas. d'accord, Sexualité, oui, mais sexualité responsable, c'est encore plus mieux. C'est-à-dire, lorsque vous choisissez d'aller au sexe, ce n'est pas parce que j'ai envie d'aller au sexe que je dois aller au sexe. C'est parce que je sais que lorsque je vais au sexe, j'ai une certaine responsabilité, j'ai une certaine conscience de ce que les déconvenus, je vais pouvoir les assumer. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, dans mes interventions, dans mon argumentaire, de la communication. C'est primordial. Parce que lorsqu'on va au sexe, au-delà de l'aspect physique qu'on voit, il y a aussi l'aspect spirituel qui est là. Lorsque vous vous lancez, vous savez que c'est un lien que vous créez. Avec cette Si les personne, deux quand le vous savent, changez. si les deux le savent, c'est que quand on va vouloir se quitter, on va se rappeler du fait que, ah oui, il y a quand même ce lien-là qu'on a eu à créer. Et ça ralentit un peu, ça amortit un peu la vitesse à laquelle la relation ira s'écraser ou bien par la suite. C'est pour ça que je parlais en fait de même vision. Si les deux savent réellement que si on va au sexe, c'est qu'on a déjà créé le lien et que après ça sera compliqué, alors là, c'est beaucoup plus facile de gérer. Quand les deux savent que si il y a une grossesse qui intervient après, on va pouvoir gérer et que les deux en sont conscients, je pense que se laisser, ça ne va pas être facile. On va trouver des solutions pour pouvoir éviter d'aller créer d'autres liens spirituels et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, vous avez posé la question tout à l'heure à madame de savoir combien de personnes vont au mariage et tout. Je pense que on est tous d'accord avec le fait que la sexualité aujourd'hui n'est pas forcément responsable. Beaucoup de personnes vont au sexe pas parce qu'ils ont des ambitions communes, mais parce qu'ils ont envie de découvrir. C'est beaucoup plus par curiosité qu'on va au sexe. Et lorsqu'on y va par curiosité, soyez d'accord avec moi que lorsqu'il y aura un petit problème après, au lieu de pouvoir changer les choses, au lieu de pouvoir réparer le véhicule qui est en train d'être gâté, on préfère changer carrément le véhicule. Donc, sexualité, oui, mais sexualité responsable, je pense que c'est beaucoup plus mieux et qu'il ne faut pas aller au sexe par curiosité. Il faut aller au sexe lorsque vous vous entendez sur un certain principe, lorsque vous vous entendez sur un même point et que vous savez que lorsque vous allez commencer, c'est que s'arrêter, ça devient difficile, voire impossible. Quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Beaucoup de personnes comme Monsieur Tensi disent que si le monsieur a des maladies après le mariage, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais pourquoi les examens prénuptiaux existent? Pourquoi les analyses existent? C'est pour corriger tout ça. Justement, donc, si vous prenez le temps de le faire, il n'y a aucune raison que vous découvrez après le mariage que monsieur a tel ou tel problème. Avant ou après, je pense que la surprise ne sera plus, c'est pas... Donc, non, je voudrais qu'on essaie de, je sais pas, je vais pas dire déconstruire, mais qu'on essaie de comprendre que l'argument selon lequel si monsieur a un problème ou madame a un problème après le mariage, qu'est-ce qu'on fait là, n'est plus valable. Est-ce que l'impuissance, ça se prouve scientifiquement? Je ne le pense pas. Un homme on ne voit pas dans le bilan prénuptial si un homme est capable de satisfaire. Non, mais on doit pouvoir savoir s'il y a une bonne érection. Bon, apprenez-moi, sinon moi je ne sais pas. Je ne suis pas médecin non plus. Alors, non, moi je pose la question. Je suis d'accord avec lui. Parce que Je mets le lorsqu'on parle de bilan la prénuptial, démontrer cela. ça parle de la stérilité. Ça veut dire, on sait que l'homme, il est capable de faire un enfant et la femme, c'est beaucoup plus le caractère reproductif. Et aussi la compatibilité au niveau des facteurs Rhésus et tout ce qui va avec. Mais est-ce
est-ce que réellement la sexualité, le plaisir sexuel qui est ressenti, est-ce que ça se Non, prouve plaisir sexuel, c'est un autre, c'est différent. Ce scientifiquement. que je dis, ce que je demande, c'est pas que je l'affirme, je pose la question. Si je suis une femme et que je veux aller au sexe après le mariage, et pour éviter toute surprise, comme vous l'avez dit, eh ben, je veux qu'on fasse certains examens. D'accord. Au-delà de ces examens normaux, je voudrais que le médecin me dise si mon mari, mon foutu mari, aura une bonne érection. Il doit pouvoir avoir des stimuli pour pouvoir trouver. Mais ça, pardon, sans avoir une culture sexuelle. Mais si on est ensemble pour s'éduquer, pour s'apprendre des choses, on n'a pas tout au début de la relation. Ou bien c'est moi qui me trompe. C'est le temps qui fait défaut en réalité. Parce que pour le mariage, pour le c'est mariage, pas tout le temps. quand vous mariez et que ça fait un temps et que le plaisir sexuel n'est pas ressenti, mais la frustration vient naturellement. C'est pour éviter cela qu'on se dit, ouais, il faut déjà en amont. Mais pourquoi on a des faire fantasmes alors des Pourquoi choses. C'est toujours pour Mais pimenter. Il y a quelqu'un qui a utilisé le Il y a piment des tout gens à qui ne l'heure. savent pas, qui ne connaissent pas leurs fantasmes. Bien Donc, sûr, donc, mais si on est ensemble, c'est pour s'éduquer. C'est pour En se fait, découvrir. Et Quand c'est je le temps que ça parle met. d'éducation sexuelle, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ou bien, c'est effectivement. moi seul qui vois la chose sous cet aspect-là, monsieur Tessi. On va installer tout à l'heure le second plateau. Il faudra que on finisse. Je vais vous raconter une petite anecdote. Pas trop long. Non, du tout pas. En fait, j'étais assis non loin d'un groupuscule de femmes qui atteignaient au moins 4 qui discutaient et qui parlaient d'une de leurs copines qui est toujours bouillante. Elle n'est pas du tout posée, elle n'a pas un tempérament calme. C'est toujours elle qui, pour moindre chose, elle se fâche et tout et tout. Et il y a l'une d'entre elles qui dit, certainement celle-là, elle n'a pas un homme qui lui fait bien la chose. Généralement, les femmes qui sont bouillantes comme ça, c'est les femmes qui sont frustrées sexuellement, qui ne sont pas bien satisfaites. Que quand une femme est bien satisfaite, a un homme qui la satisfait sérieusement, elle a un tempérament naturellement calme. Elle n'a d'ailleurs pas le choix. Bon, ne vous jetez pas sur lui. Laissez-le finir son anecdote. Il a été témoin de quelque chose. Ce sont des femmes qui disaient ça. Je ne m'étais pas mêlée à leur débat. Moi, j'étais là juste et je les suivais religieusement puisque ça m'intéressait. Voilà ce que les femmes ont dit. Elles-mêmes disent. Voilà. D'accord. D'où l'importance du sexe, d'accord, entre deux conjoints, même avant le mariage. Parce que si par exemple la femme doit attendre le mariage avant d'aller à cet acte, les frustrations peuvent être évidentes après, étant donné que si l'homme, toujours dans sa tête là, c'est le boulot, c'est le travail, et c'est les voyages passés par là, et il n'a jamais le temps, même quand il est là, c'est lui qui n'a pas envie d'aller au sexe, alors que la femme, elle est vraiment friande de ça. Là, ça veut dire que deux personnes qui en réalité ne sont pas compatibles physiquement, sont ensemble. Et il y aura souvent frustration. Moins de choses les disputent, et en réalité, ils ne vont pas vivre heureux. Pourquoi on se marie? C'est pas pour être heureux. Voilà, donc le sexe aussi doit contribuer à l'harmonie du couple. D'accord, voilà. Oui. Dernière question pour ce premier plateau. On l'a dit au tout début, le sexe n'est pas forcément l'amour, ce n'est qu'un territoire que l'amour s'approprie, aviez-vous dit, Modeste de Soutagwe. Quand on entend cette situation, c'est pas une vérité universelle, hein, mais s'il y a pas un peu de vrai dedans également, parce que le sexe, c'est pas l'amour, ou bien le sexe serait-il l'amour? C'est ça la question. On va commencer par vous. Monsieur Yannick Zunchegbe, le sexe serait-il l'amour pour ceux-là qui défendent qu'il faut aller au sexe avant le mariage? Le sexe n'est pas l'amour, mais le sexe est un catalyseur vraiment puissant de l'amour. D'accord. Lorsque vous êtes ensemble, si vous ne faites pas le sexe, ça n'empêche pas que vous ne soyez pas ensemble. Vous pouvez vivre ensemble, être à l'aise, faire tout ce que vous voulez. Mais c'est que c'est spirituellement prouvé, c'est scientifiquement prouvé que le sexe, qu'on le veuille ou non, ça renforce les liens. Le sexe n'est pas l'amour. Je suis d'accord là-dessus. Le sexe n'est pas l'amour, mais le sexe peut renforcer l'amour. Ce n'est même pas que le sexe peut renforcer. Le sexe renforce l'amour, je le mets au présent. Le sexe permet vraiment de changer la routine. J'épouse l'idée de madame tout à l'heure. Ça permet de changer, d'explorer d'autres cieux, de se libérer en fait. Quand on parle de sexe, psychologiquement, c'est un déstressant. Et la durée d'une relation ou bien d'un rapport sexuel,
c'est pas standard en réalité, ça dépend de l'autre. Tout à l'heure, Calice parlait de quelqu'un qui est occupé, qui n'a pas le temps pour sa femme. Lorsque dans la relation, vous vous connaissez et que on n'a pas besoin de faire 1 heure de temps, 3 heures de temps pour être satisfait et que on sait déjà comment est-ce qu'on arrive à se gérer pour que tout le monde puisse se sentir satisfait. Quand je n'ai pas le temps, je sais que j'ai au moins ce temps-là consacré à mon épouse ou bien à mon époux. Et là, ça se gère. Et donc, je reviens toujours sur ma position de départ. La communication, c'est très, très important. Sexualité, oui, mais sexualité responsable. Il faut y tenir. Absolument, oui. Je vais aussi aller dans le même sens que vous en disant que le sexe, ce n'est pas l'amour, mais le sexe consolide les liens dans une relation, dans un couple. Cela permet au couple d'être toujours en harmonie, épanoui au fait. Modeste? Aussi rajouter que quand on parle de sexe, c'est bien forcément l'appareil de l'homme dans l'appareil de la femme. C'est aussi le sexe, c'est tous les aspects, ça constitue tout le corps de la femme, tout le corps de l'homme. On peut aller au sexe sans aller forcément à l'acte sexuel. Aussi rajouter que quand les religions, les églises nous demandent d'aller au sexe après le mariage, il faut quand même mettre en place un enseignement pour nous éduquer sexuellement quand on va au sexe après le mariage. Parce qu'au moins ça va nous permettre de rester dans ce mariage et de créer d'autres champs du sexe, essayer de se découvrir davantage et pimenter, pourquoi pas, la relation sexuelle. Un fantasme commun. Le sexe, ce n'est pas l'amour. Mais toute relation sans sexe n'est pas une relation amoureuse. J'en ai fini. Très puissant. D'accord, ça c'est votre opinion. Allez, chers jeunes, merci à vous d'avoir passé du temps avec nous sur cette thématique. Vous ne partez pas seulement, que vous cédez la place à d'autres personnes qui vont également opiner sur la même thématique. Pour les installer, on va écouter ensemble ce que les citoyens pensent de cela, rapport sexuel avant ou après le mariage. On les écoute. En tout cas, c'est recommandé après le mariage. Voilà. Tous les livres religieux ont confirmé cela. Donc, en tout cas, je ne trouve pas le rapport sexuel avant le mariage. Ce n'est pas une bonne idée. C'est des choses qu'on ne peut même pas encourager en quelque sorte. La femme va connaître combien d'hommes l'ont. C'est-à-dire, la femme peut avoir plusieurs prétendants qui ne peut être aussi son mari, vous voyez, non? Tous ces gens-là ne peuvent pas être le mari de la femme. Donc voilà, si tout cela doit coucher avec la femme d'abord, imaginez la suite. Voilà, donc ce n'est pas du tout une bonne idée. On ne devait même pas encourager cela. On doit accélérer au mariage. Et si par exemple on trouve des enfants grossesse et rentrer dedans, on considère comme si c'est un enfant illégitime. Peut-être même dans votre religion, christianisme ou soit musulman, vous voyez, non? Donc voilà, on doit se patienter. La patience, c'est un chemin d'or. Moi, je dirais, à mon entendement, j'ai ma conviction. Si c'était avec moi, je dirais oui ou non. Ça veut dire avoir le rapport avec la fille, avec des raisons bien avancées. Rapport après le mariage, avec des raisons encore. Pourquoi je le dis? Je suis pour le oui et pour le non en même temps. Bon, je ne vais pas avoir rapport avant notre mariage juste pour mon sérieux. Pour montrer à la fille, nous sommes appelés à nous connaître d'abord avant que tout ne se passe. Parce que il suffisait seulement le rapport là et que tous les autres problèmes entrent en ligne. Et ça peut constituer la rupture de votre amitié. Mais voilà que tu aimes la fille et elle t'aime également. C'est pourquoi, à un moment donné, pour cette amitié sacrée, il va falloir un certain nombre de comportements à avoir. C'est pourquoi, religieusement, sur le plan religieux, les fidèles demandent souvent à s'abstenir les rapports avant le mariage. Et que c'est quelque chose qui est sacré, si bien que quand vous vous êtes mariés et que vous vous connaissez dans le déviergement, vous voyez, les sentiments deviennent énormes. Que ce soit au niveau de la fille, les sentiments qu'elle éprouve à l'égard de son homme, au redor du blason d'une autre force, d'une autre puissance.
Si bien que, une fois entré dans le foyer, vous êtes plus aimé. Alors, pour d'autres, avoir le rapport avec la fille avant ou bien après le mariage, ce rapport simplement peut faire que vous allez vous connaître plus. Parce qu'une fois tenu le rapport avec elle, le fait qu'elle a pris le goût et ton goût seul, ça renforce, à mon entendement, également votre amitié jusqu'à ce que le mariage soit consommé. Pour moi, je pourrais dire qu'en Afrique, parfois on préfère le rapport sexuel après le mariage, souvent les filles, parce que la virginité de la femme en Afrique est un truc très précieux. Donc, certaines femmes se disent que seul l'homme qu'elles veulent marier doit avoir sa virginité. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, et aussi, en se basant sur le christianisme, c'est mieux de faire le rapport sexuel après le mariage parce que, tout d'abord, le rapport sexuel, c'est un truc un peu lié à la spiritualité. C'est comme un pacte entre les deux couples, donc ça crée de l'union, tout ça. Côté des filles, c'est pas bon de coucher avec beaucoup d'hommes en fait. Bon, c'est avant le mariage, puisqu'il est question de savoir si vous êtes compatibles l'un à l'autre. Tu vois, peut-être toi tu aimes la violence, tu ne sais pas si celle avec qui elle aime ou pas. Tu vois, et maintenant, ce que toi tu as comme machine là, est-ce que ça peut supporter sa matrice là? Est-ce que ça peut supporter c'est plus ou bien c'est moins? Ouais, et encore, c'est quand vous allez à l'acte là, il y a une sorte de liaison là. Tu vois. Et on parle aussi d'intimité. Donc vous rentrez dans l'intimité de l'un à l'autre et vous connaissez un peu plus. Sinon, affaire d'aller au sexe après le mariage, moi je crois que c'est juste une blague, hein, selon moi. En fait, les rapports sexuels, de nos jours, la jeunesse s'intéresse aux rapports sexuels. Mais je vois que c'est la puberté qui nous guide. Normalement, nos parents devraient nous donner des conseils par rapport à ça. Je donne un exemple. Si ton enfant, à l'âge de 18 ans ou bien 20 ans, toi, parent, père ou mère, tu vas commencer par lui donner des conseils par rapport à ça. Comment tu vas gérer le rapport avant le mariage. Et normalement, ce n'est pas bon de goûter ce rapport avant le mariage. Vous voyez? Parce que dépenser l'énergie au niveau de l'homme, c'est très très efficace. Et cette énergie, ça nous donne assez de choses. Et que toi, jeune, à l'âge de 18 ans ou bien 20 ans, tu déploies l'énergie en quelques minutes. C'est-à-dire tu as diminué tes potentialités pour évoluer. Et que c'est ça qui nous bloque de nos jours. Dépenser cette énergie, ça nous donne de la malchance. Ça ferme beaucoup de portes pour les jeunes de nos jours. Les rapports sexuels après ou bien avant le mariage, en fait, c'est pas quelque chose qui est défini. Ça dépend aussi de l'éducation que chaque fille a reçue. Et je ne vais pas dire seulement les filles, je vais dire aussi les hommes. Parce que si quelque chose doit se faire, si on est un couple et quelque chose va se faire avant ou bien après, cela vient de la décision de chacun. Et comment vous vous êtes entendu. Si, par exemple, j'ai une copine et je me suis dit avec eux, on va faire le rapport sexuel après le mariage. Et on s'est parlé, on s'est entendu sur ce point. J'espère que ça sera une décision qui sera entre nous deux. Mais si ça va se faire avant le mariage, c'est aussi une décision qui va... Voilà, de retour sur ce plateau après cette voix réalisée par Eric Zinkeneou. J'espère que je prononce bien son nom. Si ce n'est pas le cas, toutes mes excuses, Eric. Voilà, ce qui a donc permis à mes autres invités de s'installer. Je disais tout à l'heure que Borissel Assogba n'a pas pu faire le déplacement, mais finalement, il est là. Peut-être que l'obligation l'a lâché. Bonjour, Borissel. Oui, bonjour, Madame Teboula. Ça va ce matin? Ça va. Voilà. Alors, nos spécialistes du jour. Prophète Shedrack Lokono. Bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Ça va ce matin? Très bien, ici. Vous étiez bien assis à écouter nos jeunes tout à l'heure. Très bien, très bien. Je sais que vous avez noté des choses sur lesquelles certainement que vous allez revenir. Ça m'a beaucoup quand même. Ça a nourri quand même ma mentalité, savoir comment ce que je pouvais dire. D'accord. Alors, voilà. Et également, Madame Amédée Posé Atolou, coach en Mind Education. Bonjour. Bonjour, Madame Touboula. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir partagé. Voilà, le sujet en débat, il est assez dense. Je ne sais même pas si cette seule émission va le vider parce que beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être que le prochain plateau, on fera un 2.
sur lequel on va inviter des spiritualistes parce que beaucoup ont parlé de spiritualité avec le sexe. Le sujet, je le rappelle, c'est rapport sexuel avant ou après le mariage. Quel est le choix judicieux à faire? Nos jeunes ont opiné là-dessus. Alors, Boricel, peut-être nous allons commencer par vous parce que vous étiez prévu pour le premier plateau. Vous avez tenu à ce qu'on précise que vous êtes chrétien catholique. Oui, c'est important de préciser que je suis chrétien catholique, puisque permettez que je sourie un peu, puisque j'ai eu l'occasion d'écouter les précédents invités. C'est important parce que l'aspect spirituel est d'une importance capitale en matière de sexualité, et c'est pour cela qu'il y avait un certain nombre de règles qui présidaient au fonctionnement de la société béninoise, en particulier, ou de la société africaine en général. Il faut rencontrer l'épouse en question, est rencontrée, on va dire ça comme ça. Et même dans plusieurs passages de la Bible, on peut noter que c'était même au puits que les rencontres se faisaient. L'épouse vient, la future épouse est venue pour puiser de l'eau. Elle rencontre quelqu'un qui s'intéresse à elle, qui lui puise de l'eau. Elle rentre en informer ses parents qui font venir le monsieur à la maison. Ils discutent et c'est les noces qui commencent petitement à être préparées. Et c'est un peu ce qui était de mise en Afrique. C'est pour ça qu'on insistait pour que les parents disaient, surtout aux filles et de plus en plus aux hommes maintenant, fais venir celui qui te court après à la maison pour qu'on le voie, pour qu'on l'étudie. Parce que un vieillard assis voit beaucoup plus loin qu'un jeune debout. Donc, les parents pouvaient rapidement, en discutant, en échangeant avec l'intéressé, se rendre à l'évidence ou noter des subtilités qui pourraient porter préjudice à votre vie de couple futur et qui pourraient être des sujets sérieux ou des raisons sérieuses de vous séparer. Et donc, très tôt, on prévient pour dire ceci, telle personne, il faut venir à la maison, il faut voir. Et petit à petit, on fait la connaissance des parents, la cérémonie de dot, le civil et la bénédiction nuptiale. Voilà. D'accord. Je peux commencer par dire. Oui. Alors, prophète Shedrack Lokono, le sexe, on l'a défini au tout début. Si vous voulez revenir là-dessus, vous avez le choix. Mais quand est-ce qu'il faut y aller, avant ou après le mariage? Ok, d'accord. Je remercie les chers téléspectateurs qui sont en train de nous écouter actuellement. La question d'abord, ce n'est pas affaire de sexe. La question d'abord, c'est de connaître d'abord qu'est-ce qu'on appelle le mariage. Parce que c'est le problème, ça, le sexe avant ou après. Donc, c'est de connaître d'abord qu'est-ce qu'on appelle d'abord le mariage. Et je peux toutefois dire simplement que le mariage en simple définition, c'est en 3 étapes. La dot, et le civil, c'est-à-dire et le religieux. C'est-à-dire que la dot est que la famille te reconnaît. Et d'ailleurs, même c'est là même le mariage. Parce que c'est là que tout commence. Oui, l'implication de la famille. La famille d'abord. Donc, cela veut dire que quand on parle maintenant de sexe, avant ou après, cela veut dire que cela a un rapport au mariage. Un peu. C'est un rapport au mariage. Et nous devons comprendre que le sexe aussi, le sexe c'est une institution divine que Dieu a mis en tout homme. Mais il l'a mis en tout homme, mais pour qui? Pour qui sont ceux qui doivent pratiquer cela? Quand est-ce qu'on va commencer par le pratiquer? Et je crois que Dieu qui a créé comment on appelle la nature, a créé tout, a encore défini des principes, il a mis des principes là et dans les écritures sacrées qui nous ont conduits. Et je voulais d'abord faire comprendre que le sexe n'est pas pour les gamins, c'est pas pour les jeunes. Le sexe n'est pas pour les jeunes. D'accord, non, je veux bien comprendre. Oui. Je là, vous limitez ça à quel âge? Oui. Quand on dit le sexe n'est pas pour les jeunes, le sexe a été, comme on appelle, initié pour la jouissance d'un couple. Oui, un couple est jeune. Bon, quand on dit jeune non marié, c'est qui jeune pour vous? Quand on dit jeune, maintenant, celui qui n'est pas marié. D'accord. Voilà. Le plan de Dieu, ce que Dieu a établi,
Et d'ailleurs, même si on laisse affaire de, si on ne parle même pas de Dieu, et selon même les principes de la nature, le sexe n'est pas réservé pour les jeunes, c'est réservé pour les couples, ceux qui sont mariés. C'est pour leur jouissance, c'est pour se connaître, se découvrir, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire à propos de ça. Donc voilà ce que je peux dire. Oui, pour une première parole, voilà. D'accord. On va revenir sur les détails. Le temps pour Madame Amildé Posé Atolou d'opiner là-dessus. Le sexe, c'est pas pour les jeunes selon Monsieur le prophète Lokono. Vous en dites quoi, Madame Amildé Atolou? Merci, Madame Touboula. Avant d'opiner sur la question du jour, oui, je voudrais faire part de quelque chose que j'ai suivi hier sur une chaîne de télévision, oui, où il était question de marier les enfants. C'est une tribu en Inde où ils mariaient les bébés, des enfants de 2 ans, à partir de 2 ans. La famille du bébé de 2 ans, oui, fille, et la famille du bébé de 2 ans, garçon, s'entendaient pour marier ces bébés-là déjà au bas âge. C'est-à-dire on leur donnait déjà un mari. On les mariait selon les rites traditionnels dans la tribu. C'est-à-dire qu'ils étaient véritablement mariés comme des adultes qui se marient sur le plan traditionnel ou sur le plan religieux. Est-ce qu'ils consomment le mariage? J'espère que non. Et donc, j'en viens. D'accord. Et donc, quand ces enfants sont mariés, c'est déjà le gage certain pour leur garantir un couple plus tard. Parce que pour eux, il était question qu'on essayait de trouver une famille à la femme, en sorte que plus tard, elle ne manque pas de mari. Pareil pour l'homme aussi. Et pendant que je suivais l'émission, oui, je me demandais comment est-ce que ça allait se faire par la suite quand on devait en venir au sexe. Et la suite de l'émission m'a rassurée sur le fait que, en réalité, après le rituel, les enfants retournaient chacun dans leur famille. Et plus tard, déjà à partir de l'âge de 12 ans, oui, la préadolescente devait retourner dans la famille de son mari qu'elle a épousé des années auparavant. Alors, quand on pose la problématique du sexe dans le mariage, vous savez, au départ, quand vous prenez la dynamite avait été créée au départ pour casser les ponts, pour ouvrir des voies, pour ouvrir des chemins. Mais plus tard, l'homme en a fait un outil de guerre. Et c'est devenu un objet de destruction. Dieu qui a créé l'homme et la femme et qui les a dotés du sexe, l'a créé pour un but précis. C'est pour la procréation. C'est pour que l'homme soit en mesure de se multiplier sur la terre. C'est également un objet de plaisir, bien sûr. Mais qu'est-ce que l'homme en a fait par la suite? Je veux attirer votre attention sur le fait que quand on parle du sexe dans le mariage, avant ou après, oui, ça dépend de l'option ou de la finalité que chacun entend donner à la relation dans laquelle il veut entrer ou elle veut entrer. Donc tu pars déjà de là. Les enfants que l'on marie très tôt et qui sont déjà mariés ne vont pas au sexe. Ils attendent le bon moment, quand la fille est précoce, quand la fille a déjà les seins, quand elle est prête pour aller au lit. Oui. Et du coup, quand elle entre dans le mariage, à cette étape-là, on sait qu'elle y va parce que la finalité, c'est pour que le mari couche avec et qu'elle fasse des enfants dans la famille du monsieur. Donc, tout dépend de comment chacun perçoit le sexe
avant ou après dans le mariage. D'accord. Les jeunes que nous avons eus tout à l'heure sur ce plateau ont chacun défendu leurs idées sur la question. Pour la plupart, il faut, quel que soit l'objectif derrière, il faut aller au CES pour se découvrir, pour éviter toute surprise désagréable après le mariage. Et c'est une opinion que la plupart des jeunes aujourd'hui partagent, un argument qu'ils sortent pour pouvoir justifier cela. Alors, Boricel, est-ce qu'ils ont si tort que ça? C'est la question. Bien. Je pense qu'ils n'ont pas tort. En fait, ils réfléchissent ou ils font des analyses en fonction de leur vision du monde, qui n'est pas forcément celle qu'il faut enseigner, celle qu'il faut promouvoir. Je pense, pour avoir, il faut que je le dise, fait cette expérience-là, je pense qu'il est préférable d'opter pour le contenu de l'éducation que nous avons reçu, d'abord des parents, et qui est complété par les confessions religieuses à divers niveaux, à savoir qu'il faut attendre. Le sexe, ou c'est-à-dire faire l'amour, les ébats ou les galipettes, ou tout ce qu'on veut, tout le nom qu'on peut leur donner, interviennent effectivement pour renforcer les liens. On parle de découverte. Oui, il faut se découvrir, mais du moment où il y a la possibilité de se séparer, quand il n'y a pas quand tout n'a pas été fait dans l'ordre, il y a ce risque, il y a ce piège que vous avez évoqué. Et ils ont pas, à mon avis, réussi à me convaincre que le piège, c'est-à-dire le simple fait de s'asseoir, de discuter, ou peut-être de s'entendre, de savoir qu'on se met ensemble pour la vie et tout ça, était suffisant pour échapper aux difficultés. C'est compliqué. Mariage aujourd'hui, pour qu'un mariage puisse prospérer, la vie de l'homme est faite de problèmes et de difficultés. Et c'est pire quand il s'agit de mariage ou de deux personnes. Ça fait deux familles, ça fait deux visions. Quatre familles. Bon, voilà, quatre familles. Disons, quand on considère les conjoints, deux éducations différentes. Et ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que beaucoup parlent autant que ce soit dans les religions chrétiennes, que même animistes et puis musulmanes et tout ça, ils suggèrent et elles suggèrent souvent qu'on ait un cadre dans lequel tout se fait pour qu'il y ait la présence de Dieu dans le mariage. Et ça fait, dans la relation, ça fait que on encourage les jeunes à se découvrir. Mais à se découvrir comment? Dans le comportement, dans l'attitude, dans la manière de penser, dans la manière de s'exprimer. Même à se fréquenter, voilà, sans forcément aller au sexe. Exactement, ils peuvent se parler, se voir, à se discuter. Justement parce que bon, et c'est cet effort que les jeunes gagneraient à faire de nos jours et apprendre. C'est-à-dire, les divorces pour incompatibilité d'humeur, quand on apprend ça de l'Occident, on trouve que c'est exagéré ou c'est trop, mais en fait, c'est réel. Mais quand on ne prend pas le temps de discuter, quand on ne prend pas le temps de se fréquenter sans brûler les étapes, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas le temps de remarquer qu'il y a tel comportement de telle personne qui est tout à fait incompatible avec mon éducation, avec mon savoir-vivre et avec ma manière de vivre, qui fait qu'on ne peut pas s'en sortir. Et les relations ne peuvent prospérer vraiment et véritablement au milieu des hommes que quand il y a Dieu, quand il y a la prière. C'est pour ça qu'il est important de consacrer le lien que nous souhaitons. Nous voulons être ensemble, nous voulons nous marier, nous voulons vivre notre vie ensemble. Il faut faire les étapes. Il faut faire intervenir les parents, il faut faire intervenir la loi, le civil, et il faut faire intervenir la bénédiction de Dieu, histoire qu'il y ait des problèmes qui, quand les problèmes viendront, on ait voilà, on a de quoi les résoudre, de quoi, à quoi s'accrocher pour pouvoir s'en sortir. Voilà. D'accord, oui, le prophète le disait que le mariage n'est pas une affaire d'enfants ou de jeunes, que c'est une affaire trop sérieuse pour laisser ça à la portée de n'importe qui. Mais attendre le mariage avant d'y aller, est-ce que ça a des bénéfices particuliers?
Est-ce que c'est pas peut-être parce que cela a été institué le cesse rien que pour la procréation qu'entre-temps on disait qu'il faut attendre le mariage? Ok, ce que je voulais... Merci pour la question. Vous avez, depuis lors des temps jusqu'à aujourd'hui, si après la dot ou bien après le mariage, l'idée, l'atmosphère, pour tout chacun de nous, pour les visiteurs, nous qui sont venus peut-être manger, ou bien ceux qui étaient venus célébrer, les amis, tout ça, c'est que cette nuit, les deux vont se découvrir. C'est que on a cette atmosphère que il y a une surprise, il y a un cadeau qui veut être déballé. Et c'est-à-dire aujourd'hui maintenant, homme Is va découvrir la femme Is. Et c'est ce qu'on appelle une attente, un désir où même on presse même le célébrant à vite faire les choses pour que les choses ne tardent pas. Que ça soit vite consommé, quoi. Voilà. Imagine si la famille refuse la dot, parce que tu attends quelque chose. C'est que tu espères quelque chose. C'est que tu veux découvrir quelque chose. Il y a quelqu'un que tu veux découvrir. Or, la femme, je voulais baser un peu sur l'homme. La femme, c'est un peu qu'on découvre. C'est un cadeau que Dieu a fait. Elle est la dernière personne que Dieu a fait. Elle l'a mis à côté de Adam. Et Adam, le premier homme que Dieu a créé dans le jardin. Et parce que Dieu a compris que l'homme se sentait seul. Dieu a mis les animaux vers, comment on appelle, vers Adam pour qu'il puisse lui donner des noms. Mais Adam n'a pas trouvé un semblable à lui. Et Dieu a découvert ce besoin et c'est là qu'il lui a amené, comme on appelle, une femme à côté, à côté de lui. Pour cela, le sexe n'est pas seulement pour la procréation, c'est vrai, le premier objectif de Dieu, c'est la procréation, mais aussi le plaisir, parce que Dieu a créé l'homme, il a doté des hormones, des sensations, tout. Maintenant, je disais tantôt que le sexe n'est pas réservé pour les jeunes. Quand il est jeune, tu peux être 15 ans et te marier, ce n'est pas un problème. Tu peux avoir 10 ans, madame... à poser à Tolo. À m'aider. Voilà, sorry beaucoup. La coach a dit tout à l'heure qu'elle avait un documentaire où 2 bébés s'est mariés, tout ça, tout ça. Et pourquoi on a fait toutes ces choses? C'est pour, comment on appelle, préserver la valeur. Préserver la valeur de la vie, même si ça aura de rechutes demain, parce que quand l'enfant va grandir, il va vouloir faire son choix, mais il ne peut plus. Bon, il y a tous ces inconvénients qui sont autour. Le cesse. En allant maintenant, je vais parler des implications spirituelles. Mais le cesse, Dieu l'a fait, n'est pas doté pour, comme on appelle, les jeunes. C'est pour, comme on appelle, la communion entre l'homme et la femme qui sont en couple, qui se sont décidés de rester ensemble. Donc, c'est l'une des choses qu'on est pressé à découvrir après le mariage. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. L'homme n'a pas de problème, mais l'avantage est beaucoup plus pour la femme. Beaucoup plus pour la femme. Parce que dans la société d'aujourd'hui, l'homme n'a pas trop de problèmes. Mais les pots cassés, c'est la femme qui ramasse ça. Je ne suis pas encore même dans la Bible d'abord. Je parle de manière d'abord naturelle. Quel genre de pots cassés? Le pot cassé, parce que ce n'est pas tout ce qui est derrière, tout homme qui est derrière toi qui dit qu'il veut te marier, qui décide vraiment de te marier. Parce que quand la femme, quand la femme, permettez-moi, se donne à un homme, c'est parce qu'il a placé sa confiance en lui. Et il sait qu'au moins cet homme ensemble maintenant, nous allons finir au mariage. Donc, parce que découvrir quelqu'un, c'est se mettre nu devant quelqu'un, c'est de faire confiance à la personne. C'est d'abandonner tout, c'est de faire confiance à la personne pour que la personne, ce que tu ne veux pas montrer aux autres, tu l'as montré à lui. C'est parce que tu as placé une confiance en cette personne. Et toute femme qui trouve un homme, l'idée n'est pas chez la femme, l'idée n'est pas le sexe. L'idée est que au moins avec cette personne maintenant, j'aurai un foyer et je vais me marier et avoir des enfants. Mais l'homme, il y a point d'interrogation. L'homme, il y a point d'interrogation parce que est-ce qu'il est derrière toi seulement juste parce qu'il veut te marier, mais parce qu'il veut juste découvrir ce qui est entre tes jambes. C'est ça qui est le problème. Donc tout ça là, ça sécurise aussi. Ça sécurise. C'est l'un des avantages. Deuxième chose est que ça permet, comme on appelle, de se dominer.
de se dominer. C'est-à-dire que le fait de, comment on appelle, de la maîtrise de soi, la tempérance. C'est pas tout ce qui s'élève en homme que l'homme va te laisser le faire passer. Et la troisième chose est que c'est de rendre cette relation saine, parce que la Bible dit que avant qu'il y ait, comment on appelle cet acte, parce que c'est un pacte, c'est une alliance. C'est ça la chose même. Quand deux personnes vont le sexe, c'est une alliance, c'est un pacte. C'est pas seulement quelque chose vient de ma tête et on va faire, c'est fini. Non, quelque chose que vous voulez faire, ce que vous avez fait pendant 2 minutes, là, peut avoir d'impact sur vous pendant 20 ans. Pendant 20 ans, c'est une alliance, c'est un pacte. Il y a un échange. Il y a un échange. Donc, pour éviter encore beaucoup de choses scientifiquement, c'est pour éviter aussi beaucoup de maladies. Les gens disent qu'il faut se poser tout ça. Mais c'est pas seulement biblique, mais c'est pas seulement spirituel, mais le fait d'attendre pour avant le mariage, il y a beaucoup d'avantages dedans. Oui, et on vous aura compris. Je pense que vous avez été prolixe sur la question. Alors, coach Amédée Posé-Attolo, vous êtes sur ce plateau surtout pour ce que les jeunes font aujourd'hui du sexe. Je le disais au tout début de cette émission, ils ont donné leur opinion. Mais pour eux, c'est inconcevable d'avoir une relation, qui pourrait amener au mariage sans avoir du sexe dedans. Pour eux, il n'y a pas de communication majeure possible. C'est vrai, ils vont discuter sur le projet, etc. Ils ont essayé d'aller dans ce sens-là, mais pas sans sexe. Et si aujourd'hui, la chose est faite de telle sorte qu'il manque d'aide, de suivi dans la vie, je vais dire, la vie qui amène au mariage. Merci. Je l'ai dit la dernière fois quand j'ai été invitée sur le plateau de 5-7 matin à l'ORTB, je disais qu'il faille introduire dans les cours, que ce soit à l'enseignement primaire, secondaire ou universitaire, les cours sur l'intelligence S. C'est-à-dire? Dans le processus de l'éducation au changement de mentalité, il y a un module très important que nous enseignons qui a rapport avec l'intelligence S, qui n'est rien d'autre que l'éducation sexuelle. Vous savez, aujourd'hui, avec ce que nous vivons, ce que nous constatons avec nos jeunes, cela s'impose que des mesures soient prises véritablement pour encadrer davantage la vie sexuelle de nos enfants déjà à la base. Vous savez, le cœur humain coule suivant un principe. Et le désir est pour le cœur ce que le moteur est pour la voiture. Quand on compare le cœur humain à une voiture, le désir, c'est une pulsion, c'est une énergie vitale, c'est une puissance qui vous entraîne. Et ce désir, quand il commence à vous entraîner, si vous n'avez pas le frein adéquat, qui n'est rien d'autre que la maîtrise de soi, vous passez à côté. Et vous êtes capable de détruire toute votre vie et celle des autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour nos jeunes aujourd'hui, je pense que je ne dirais pas qu'il n'y a pas des points qui n'ont pas été traités. Mais je dis, tant qu'il y a à faire, il y a toujours à faire. Et chaque acteur engagé dans l'éducation des enfants doit pouvoir faire en sorte de sensibiliser déjà à partir du cocon familial. Si chaque parent prenait la peine de donner l'éducation sexuelle qu'il faut à son enfant, je pense que déjà quelque chose sera en train d'être fait.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on remarque malheureusement que beaucoup de parents ont démissionné, entre griffes. Démissionné parce que je ne peux pas comprendre qu'un enfant qui sort, qu'une jeune fille qui sort de chez elle, que l'on retrouve dans la rue, a les perles qu'il faut porter à la hanche au dehors. Elle est habillée en mini-jupe jusqu'en haut. Elle a les seins qui sont en l'air, les fesses qui sont en l'air. Et vous comprenez par là que l'homme étant ce qu'il est, avec des désirs et des passions, vous entraînez ces pauvres hommes innocents. Ils sont plus innocents. Dans l'impudicité. Vous les entraînez. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné, ce qui devait être fait n'a pas été fait. Il faut que l'éducation de la jeune fille à la base soit revue à tous les niveaux. Mais on se retrouve aujourd'hui dépassé avec les réseaux sociaux, on ne contrôle plus oui, rien en fait, du tout. Les réseaux sociaux ont participé à la prolifération de ce mal qui gangrène notre jeunesse. Et moi, je dis, il faut sévir. Il faut sévir. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la thérapie de choc. Si les acteurs, les personnes indiquées qui sont censées faire le travail à la base démissionnent, l'État ne peut pas démissionner. Il faut que l'État fasse quoi dans l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités aussi à ce niveau. Mais l'État, c'est nous tous. C'est nous tous. Oui. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même le pouvoir qui impose des lois. Et quand les lois seront votées en sorte que cette sphère de l'être humain qui est la plus importante, parce que quand on parle de sexe, c'est toute une destinée qui est engagée. Et quand le sexe n'est pas bien orienté, quand le sexe n'est pas bien utilisé, à bon escient, vous voyez les grossesses indésirables que nous avons. Vous avez conscience des enfants qui sont jetés dans les rues, dans les caniveaux. Tout ça, pourquoi? Parce que le sexe n'a pas été bien utilisé à bon escient, comme cela se doit. Donc je dis, c'est un fait de société. Et on ne peut pas juste rester là et dire que oui, les jeunes, ils ne se comportent pas bien, les jeunes ne font pas ce qu'ils doivent faire. Si eux, ils ne savent pas qu'ils doivent se comporter de telle ou telle manière, il faut les obliger à le faire. Parce qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut prendre la mesure la plus drastique. Puisque après, non seulement eux aussi, ils en souffrent, mais toute la société en souffre. Vous savez que la jeunesse, c'est la relève de demain. Bien sûr. C'est la relève de nous, notre génération passera. Et c'est eux qui prendront la relève. Si ceux qui sont censés prendre la relève demain, si déjà aujourd'hui, ils sont sacrifiés, quel sera l'avenir de notre nation? Et c'est pourquoi je dis, et j'insiste, si eux-mêmes, ils ne comprennent pas que c'est ce qui est bien pour eux, il faut le leur imposer. D'accord. Je reste toujours avec vous parce qu'ils ont dit quelque chose qui est quand même important à prendre en considération. Ils ont parlé d'éducation sexuelle. Est-ce que dans notre société, on éduque à la sexualité? On en parle très peu. Les jeunes le découvrent et quand ils le découvrent, ils constatent le plaisir, la jouissance qu'il y a dedans. Et ben, ils ne s'en privent plus. À quel moment on fera leur éducation sexuelle? À la base. Très tôt, déjà à 3 ans, il faut apprendre l'éducation sexuelle à l'enfant. Mais qui le fait? Quand l'enfant commence, mais c'est le parent qui avec commence notre société, à le faire. Ça ne doit plus être un sujet tabou pour les parents aujourd'hui. Déjà qu'il y a Internet, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a WhatsApp, il y a TikTok, il y a tout vraiment. Et vraiment. les enfants, ils ont les téléphones
à portée de main. Donc, ils peuvent tout voir, ils peuvent tout lire. À partir de là, pourquoi est-ce que le parent ne prendrait pas sur lui la responsabilité déjà d'éduquer l'enfant à la base? Un enfant qui commence par grandir déjà à 3 ans, il découvre son sexe. Serait-il aisé pour vous de parler à votre enfant? Moi, je n'ai aucun a priori à parler de sexe avec mes enfants. J'en ai 6 et mon aîné a 26 ans. J'ai 3 filles et 3 garçons. Le dernier, il a 7 ans. Mais je n'ai pas d'a priori à faire asseoir mes enfants. La peur, c'est qu'ils découvrent et justement ce qu'on veut éviter, ils le font. Justement, quand l'enfant l'a découvert, c'est déjà l'occasion pour lui dire, voilà, tu l'as découvert. Maintenant, voilà ce à quoi ça sert. Si tu l'utilises de telle manière, voilà ce que ça va apporter. Si tu l'utilises dans ce sens, voilà ce que tu auras. Il faut apprendre à responsabiliser l'enfant à la base. Il faut apprendre à l'enfant à avoir la maîtrise de soi. Parce que quand vous n'éduquez pas les enfants à la base, dans ce sens, c'est ça qui fait que quand ils grandissent, ils ont du mal à contrôler leur corps. Ils ont du mal à ne pas savoir qu'il faut attendre. Quand je prends une jeune fille qui déjà à partir de 14 ans a commencé déjà par coucher avec des hommes. Même 10, 11. 10, 11, 12 a commencé par coucher avec des hommes. Quand le moment viendra, tous ceux-là qui sont passés par là, le prophète l'a dit tout à l'heure, l'homme ne vient pas vers toi forcément parce qu'il veut te marier. Il y a la pulsion, il y a le désir sexuel qui fait que lui, il a besoin de coucher avec toi. Il a envie, pas forcément parce qu'il veut se marier. Donc, quand je prends une jeune fille déjà, une adolescente à partir de 12 ans, qui couche avec plusieurs hommes jusqu'au moment où elle est prête à rentrer dans le mariage, je suppose qu'elle a déjà goûté à tous les types. Maintenant, quand elle a eu le temps de goûter à tout ça là, et qu'elle rentre dans le mariage, et qu'elle va tomber sur un homme qui, peut-être sexuellement, n'est pas performant, et qu'elle a déjà pris le temps de goûter à plusieurs choses, d'avoir une expérience. Mais le problème commence par là. Elle va trouver que son homme ne la satisfait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà goûté à plusieurs fruits défendus. Or, si elle avait été éduquée à l'avance, en sachant qu'elle doit se préserver jusqu'au mariage pour son homme, quand viendra le moment où elle va coucher avec celui-là, elle ne découvrira que cette saveur-là et elle saura que c'est ça qui est bon parce que c'est ça qu'elle a à l'instant-là. Vous comprenez? Donc, il faut véritablement que les parents comprennent que les enfants, à la base, il n'y a plus de sujet tabou quand on parle du sexe. Nos parents, qui n'avaient pas été éduqués dans ce sens, pour nous apprendre les choses comme il faut le faire. Moi, j'en parle aujourd'hui et j'insiste là-dessus parce que ma mère, paix à son âme, moi, je n'ai pas eu cette largesse-là de discuter sexe avec ma mère. Non, j'ai pas eu. Mais c'est parce qu'elle-même, sa mère ne l'a pas éduquée comme ça. Donc, elle n'a fait que recopier ce qu'elle a eu sur moi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai compris qu'il est important que j'en parle avec mes enfants pour éviter beaucoup de dégâts auxquels nous assistons aujourd'hui avec les jeunes. D'accord. Merci beaucoup, coach Amédée Poudziatolo, coach en Mind Education. Alors, je suis à vous maintenant, monsieur Assogwa Borissel. C'est vrai, on dit qu'il faut attendre le mariage avant d'y aller pour se préserver pour son homme. Coach l'a dit tout à l'heure. Et également goûter aux délices pour être sûr de rester dans ce cocon familial-là. Mais il y a des cas de divorce. Le mariage ne préserve pas des divorces. Donc, ceux qui prétendent qu'il faut attendre pour être sûr de rester quelque part, eh bien, on peut toujours divorcer. Oui, il y a divorce. Il y a divorce. Il y a de plus en plus, malheureusement, même des divorces. Et ce qui est plus triste, après la bénédiction nuptiale. Mais c'est là où, justement, j'épouse un peu l'avis du prophète qui dit que le mariage n'est pas pour les jeunes. Et qu'en fait, quand il dit jeunes, c'est... Oui, il y a eu le temps de le préciser. Voilà, pour les gens qui n'ont pas fini, en fait, de grandir. Les gens matures, en fait. Voilà, les gens matures, voilà. Les gens qui n'ont pas fini de grandir et tout ça. Et la maturité à avoir chez des futurs époux, c'est à construire. Et il faut la construire
déjà à partir des pistes que Mme Kozo Atolo, posé Atolo vient d'énumérer. Oui. Et il faut la construire en ajoutant, en éduquant les enfants à ce qui est spirituel. Moi, j'estime que l'éducation d'un enfant, au-delà de lui parler de la sexualité et tout ça, il faut l'orienter à l'église. Bon, je suis chrétien catholique, permettez que je dise ça comme ça. Il faut l'orienter à l'église pour qu'il aille écouter l'enseignement de l'église, pour qu'il aille écouter l'interprétation des choses de la vie selon Dieu. Ce que, c'est-à-dire chaque chose que Dieu a appelée à la création, à quoi ça devrait servir, dans quel cadre ça doit être utilisé et comment ça doit être. Et à côté, c'est-à-dire s'il y a aussi bien une éducation suivie à la maison, il y a une éducation à l'école qui est suivie de plus en plus, on est en train d'aller vers là. Et qu'à l'église aussi, de plus en plus, c'est vrai que par le passé, ça ne se faisait pas, maintenant ça a commencé par prendre forme. Il suffit juste de se référer à la lettre pastorale de Monseigneur Bédi, pour ce que je connais, Choisis la vie, dans laquelle il a commencé par insister sur l'éducation sexuelle, même à l'église. Quand il y a tout ça, et qu'on a le temps de discuter avec les enfants, il n'y a pas de raison qu'on observe les déviances. À un moment donné, quand on se retrouve, les enfants, on réfléchit. On réfléchit, il ne s'agit pas juste d'interdire. Parce que moi-même, par exemple, je n'ai pas eu l'occasion de discuter de façon à bâton rompu, et sans tabou avec les parents de sexualité. Sexe, mais ils essayaient subtilement d'appeler mon attention sur les conséquences pour dire, bon, en fait, il y a les femmes, il faut attendre d'abord. Il faut attendre d'abord. Même si elles te tournent autour, même si il y en a qui t'intéressent, attends d'abord. Finis d'étudier. Quand tu auras fini d'étudier, tu chercheras un travail. Parce que après tout, pour ceux qui ont du mal à aborder sans tabou la question de la sexualité, il faut expliquer aux enfants ce que les règles du mariage, il faut expliquer ce que le mariage implique ou ce que juste une relation implique. Entrer en relation avec une femme aujourd'hui, ça suppose, c'est pour ça que certains disent les problèmes de l'homme, les problèmes de la femme s'arrêtent quand elle se marie, tandis que ceux de l'homme commencent le jour où en fait il entre en relation, il entre en mariage, de façon à ce qu'on se retrouve dans un cadre où l'homme sait qu'il a vocation à entretenir, à prendre soin de son épouse, à prendre soin de ses enfants, sans oublier ses parents et ses beaux-parents. Et tout ça, ça nécessite des moyens. Et pour ça, il vaut mieux pour lui de prendre le temps de construire son avenir académique, de construire son avenir professionnel, avoir un emploi et des revenus qui lui permettent de s'occuper de sa famille. Parce que bon, si on dit que bon, on doit se mettre permettez-moi de dire comme ça, à s'envoyer en l'air ou bien à avoir des ébats tout le temps. Oui, à aller au sexe voilà, tout le temps. Bon, on ne s'en sort pas. On n'arrive pas à apprendre à se contenir, à se maîtriser. Et c'est pour ça, au-delà de tout, de la tempérance, de la retenue et tout ça, moi je pense qu'il est du devoir également des parents, des enseignants et des églises, des pasteurs, des prêtres et tout ça, d'apprendre l'esprit de détachement. Parce que justement, même dans le mariage, il peut arriver qu'on ait besoin de ne pas faire l'amour, histoire de se préserver un peu et de se ménager des temps de prière. Parce que les problèmes ne manquent jamais dans les questions, dans les relations. Et puis, il est important, moi je le dis, Dieu doit être au centre de toute de la vie familiale pour que ça puisse prospérer, que les difficultés puissent être surmontées. Oui, malheureusement, nous ne sommes pris pas le temps. Donc, nous allons revenir sur la thématique, comme je le disais, pour un acte 2 de cela. Mais on va finir rapidement, en bref, sur les conséquences spirituelles enfin, je ne veux pas dire conséquences spirituelles, les implications spirituelles quand deux êtres se mettent ensemble et vont au sexe. Rapidement, c'est pas pour... très, très bref. Oui. Ok, tel que je viens de le dire, que le sexe... d'abord, que je voulais permettre de dire que le sexe n'est pas... Parce que le sexe n'est pas un péché. D'abord, il faut que je pose cette base là-bas d'abord pour que le sexe n'est jamais mauvais. C'est le fait avant le mariage. C'est l'affaire de temps.
C'est l'affaire de temps qui est la chose. L'affaire de temps qui est la chose. Le sexe, c'est Dieu, c'est une institution, c'est un établissement de Dieu. Maintenant, au-delà du physique, je voulais vous dire que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Il y a des choses que vous ne pouvez pas jamais avoir la réponse de cela tant que vous êtes dans le physique. La vie est spirituelle. Et je vais vous dire que pas le sexe. Le sexe, quand deux comment on appelle, deux hommes s'unissent, je parle de l'homme et de la femme, vous allez voir que si c'était dans les normes des choses et que la femme n'a jamais connu, donc vous allez voir qu'en ce moment, il y a le sang qui sort. Je ne suis pas trop scientifique, mais je sais que quand tu... comment on appelle une vierge. Quand la fille est vierge, il y a le sang qui sort. Donc ça, c'est une signification. Ce sang, c'est un établissement d'alliance. C'est que vous êtes mis, ok, il y a deux autels qui se sont, comment on appelle, unis. Donc il y a deux esprits qui se sont unis pour pouvoir s'entendre. Il y a une alliance. Et la plus grande alliance, c'est l'alliance qui est basée sur le sang. C'est la plus grande alliance. Le sang est assez sérieux. Voilà, assez sérieux. Quand l'alliance est basée sur le sang, c'est vraiment assez sérieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le sexe, c'est affaire d'une alliance d'abord à haut niveau. Deuxième chose est que je vais parler d'abord de ce qui est bon d'abord, parce que ce n'est pas d'abord mauvais, c'est ce qui est bon. Quand il y a le rapport social, vos forces s'unissent. Et c'est là que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, il y a l'unité là qui est établie. Il y a l'unité là qui est établie. Deuxième chose, avantage est qu'il y a ce lien, ce pont qui est là. Vous allez voir que quand tu vois les couples, même si au début ils ne se ressemblent pas, en allant, avec le temps, ils se ressemblent sérieusement. Ils ne commencent pas à se ressembler. Parce qu'il y a un lien, il y a un relâchement. L'autre a laissé quelque chose, et moi aussi j'ai laissé quelque chose. Vous voyez, non? Donc, et ça commence par que ça, je ne suis pas trop scientifique, ça fait que le visage commence pas à se ressembler. C'est scientifique. Et notre avantage est que. Oui, le dernier, il faut qu'on parte. Il faut que je n'ai pas encore parlé des inconvénients. Bon, l'inconvénient, parlons un peu rapidement de l'inconvénient. L'inconvénient est que quand le sexe est fait parce qu'il y a des collecteurs de destinée dans la terre maintenant, dans le monde spirituel. Et ce n'est que par là qu'on passe. D'autres passent par l'argent pour pouvoir prendre ta gloire. Mais la plupart d'autres passent par le sexe. Parce que quand tu fais le sexe avec celui qui, parce que c'est pas tous ceux qui sont sur la terre qui sont des hommes. Il y a des gens qui sont beaucoup dans même dans le monde mystique, on interdit à certaines personnes, il ne faut pas aller au sexe à tel type. D'autres, on les interdit complètement pour pouvoir préserver l'argent. Donc, il y a beaucoup qui ont été, leur gloire a été volée, leur destinée a été volée. Beaucoup sont en captivité. Beaucoup ont vendu toutes leurs richesses parce qu'à cause de ce petit truc qui était sorti et la personne a pris. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Oui, malheureusement, nous allons nous arrêter là. On vous promet revenir sur la thématique parce que les implications spirituelles sont également à aborder. Merci beaucoup, coach Amédée Posé-Atolo, coach en Mind Education. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, prophète Shedrack Lokono. Merci Boricel, toujours disponible, Boricel à Sogba. Allez, je vais vous laisser partir et on se dit à tout à l'heure pour les téléspectateurs pour la dernière partie. Voilà, nous sommes là pour techniquement l'avant-dernière partie, mais on va faire les deux parties ensemble parce qu'on est vraiment pris par le temps. Le sujet était tellement passionnant que bon, on n'a pas vu le temps passer. Alors, chers amis, vous avez regagné vos places. Je parle de nos jeunes qui nous ont rejoints ou qui m'ont rejoint sur ce plateau pour la partie culture générale. C'est un petit exercice, hein. Vous êtes tous jeunes, donc vous devez pouvoir vous en sortir facilement. C'est juste de toutes petites questions. Et vous allez répondre. Qu'est-ce qu'il y a à la clé? C'est la question. Il n'y a rien, à part des bonbons. Des bonbons. Quand les questions sont difficiles, que je propose autre chose. Allez, c'est juste une manière pour nous de déstresser un peu après les débats. Première question, donc, de test ta culture aujourd'hui. Nous jouons avec les animaux mythologiques. D'accord. Alors, première question. Quel est le nom donné à cette créature fantastique? L'image, vous allez la voir. Quel est le nom donné à cette créature fantastique? Elle est fantastique. Le chien a 3 têtes là, non? Quel est le nom? Quel est le nom? 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. 1. Le loup à 3 têtes. Le cidre. 2. Le cidre, c'est le cidre, non? 3. Hydre. 4.
Dernière seconde. 5. Personne? Oh là là, mais moi j'ai gagné. Oh les mains. Parce que moi-même je joue avant de vous proposer. C'est le Cerbère. Ah mais c'est connu. Cerbère. Non, un chien en 3 têtes dit chien d'enfer, c'est le Cerbère. Tout le monde vous le dira. C'est Cerbère. Voilà. Deuxième question. Dans la mythologie égyptienne, à quel oiseau ancêtre du Bénou est associé le phénix? Le héron. Voici les propositions de réponse. Le héron, le corbeau, le pélican et puis l'aigle. L'aigle pour vous, Boricel. Je reprends la question pour les autres. Dans la mythologie égyptienne, à quel oiseau ancêtre du Bénou est associé le phénix? L'aigle. L'aigle également pour Romarène. Il reste Calice et Yannick. Le héron pour vous. Oui. Je pense pour le corbeau. Le corbeau. Oui. D'accord. Comme moi, j'ai joué, j'ai mis l'aigle. Mais c'est pas l'aigle. C'est pas le corbeau. C'est le héron. Voilà. Allez, on passe à la troisième question. Comment s'appelle cet animal légendaire? Voilà. Pégase, le satyre ou le griffon? Ah, ben, c'est le griffon. Ah, ça doit être unanime, mais tout le monde a regardé Harry Potter. Voilà, c'est bien le griffon, c'est trop facile. Bon, Calice, il a donné sa langue au chat. Le chat l'a bouffé. Avant même que je le réalise, ils ont déjà donné la réponse. Oui, ils sont smart. Voilà. Quatrième question. Quel est l'animal fantastique faisant partie de la culture populaire en Amérique latine et dont le nom signifie suceur de chair? Bon, c'est un peu effrayant, hein, mais voici l'image. Le nom signifie? Oui, suceur de chèvre. Suceur de chèvre. Ah, suceur de chèvre. Les propositions. L'enchanchou, le chupacabra, le pincoya, le vetala. Allez, 5 secondes. 1. 2. L'enchanchou. Le vetala pour moi. Vetala, chanchou. 4. 5. Le chupacabra. Chupacabra. C'est après le chrono, vous avez donné la réponse. C'est pas pris en compte. C'est bien le chupacabra, mais c'est facile celle-là aussi. Quand vous connaissez, en Amérique latine, on parle de chupacabra, on parle de la dame qui pleure tout le temps là, la liora, je crois. Enfin, j'ai plus le nom en tête. Donc c'est un peu les croyances de l'Amérique latine. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans cette affaire-là. Allez, 5e et dernière question. C'est une image. Quel est le nom de cet animal légendaire à l'apparence d'un grand singe marchant sur 2 pattes? C'est très facile. 2 secondes. Il n'y a pas de proposition. Non, c'est trop facile ça. 2. Bon, je donne jusqu'à 5. 3. Le chimpanzé. 4. Sérieusement. Ah! Le Yéti? Ah, le Yéti! Non. L'image n'a rien fait. Si vous voulez, on vous remonte l'image et puis vous serez sûr que l'image n'a absolument rien fait. C'est clair? Oui. Un singe debout qui marche. Il y a aussi le décor. Les Yétis. Allez, merci beaucoup, on a fini. Merci, chers amis. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On n'a pas oublié Astuce Mode aujourd'hui. On va vous donner des astuces, 5 précisément, pour ne pas vous lasser de vos vêtements. Donc, juste derrière moi, on vous propose l'astuce mode du jour et nous, on ne revient plus. Allez, très belle journée à tous. Beaucoup de femmes renouvellent sans cesse leurs vêtements parce qu'elles se sentent rapidement lassées de ce qu'elles possèdent. Et cette lassitude que vous ressentez vous aussi probablement est une excellente affaire pour les marques parce qu'elle vous pousse à consommer toujours plus. Mais comme vous le savez sûrement, si vous me suivez sur ma chaîne, moi je vous invite plutôt à freiner le rythme de vos achats. Par respect pour la planète qu'on pollue tellement pour produire nos vêtements et aussi par respect pour les travailleurs, on se doit vraiment d'en finir avec cette lassitude que l'on ressent si rapidement envers nos vêtements. Et c'est pourquoi j'ai tenu aujourd'hui à partager avec vous dans cette vidéo 5 astuces qui vous aideront à ne plus vous sentir lassé par vos vêtements. Et voici la première astuce qui va vous permettre de ne plus ressentir de lassitude envers vos vêtements. Accessoiriser ou assembler vos tenues différemment. Tentez de nouvelles associations de vêtements avec ce que vous possédez déjà. Sortez un peu de votre zone de confort en créant par exemple des superpositions de vêtements originales. Vous pouvez aussi accessoiriser vos tenues différemment en y ajoutant par exemple un foulard, un chapeau, une veste, des bijoux, etc.
Les accessoires peuvent donner une toute nouvelle dimension à vos vêtements et les faire paraître un peu différents à vos yeux. Astuce numéro 2, ne suivez pas aveuglément les tendances de mode. Si vous suivez sans cesse les tendances de mode, c'est évident que vous vous lasserez de vos vêtements à une vitesse folle. Si vous cédez à quelques tendances, faites-le intelligemment. Dirigez-vous vers des tendances de bonne qualité et qui correspondent en tout point à vos goûts et à votre ou vos réels styles vestimentaires. Vous pourrez comme ça continuer à porter vos vêtements tendance, même une fois les tendances passées, sans pour autant vous sentir ringarde. Astuce numéro 3, changez la composition de votre garde-robe à chaque saison. Vous pouvez vous habiller différemment d'une saison à l'autre, c'est-à-dire avoir un contenu de garde-robe différent au printemps, en été, en automne et en hiver. Évidemment, vous pouvez avoir des vêtements en commun entre chaque saison, mais l'idée est d'avoir quand même un peu plus de vêtements différents entre chaque saison que de vêtements similaires. Vous pourrez comme ça vous composer des tenues vraiment différentes entre chaque saison. Ça va vraiment vous aider à ne pas vous sentir lassé par vos vêtements. Et s'il n'y a qu'une seule saison là où vous vivez, vous pouvez aussi très bien séparer votre garde-robe. Vous pouvez par exemple décider de changer un peu le contenu de votre garde-robe au bout de 6 mois, donc 2 fois par an, histoire de ne pas avoir dans votre armoire exactement les mêmes vêtements tout au long de l'année. Admettons, si chez vous c'est tout le temps l'été, vous pouvez très bien choisir de porter certaines tenues les 6 premiers mois de l'année, puis les ranger dans des sacs ou dans des caisses les 6 autres mois de l'année afin de porter de nouvelles tenues. Astuce numéro 4, vendez les pièces que vous ne voulez vraiment plus porter. Astuce numéro 5, entretenez vos vêtements. L'une des meilleures astuces pour ne pas vous sentir lassé par vos vêtements est celle de bien les entretenir. Quand un vêtement est mal entretenu, il perd de sa beauté et on a naturellement moins envie de le porter. Je vous conseille donc de bien lire les instructions de lavage sur les étiquettes de vos vêtements et de bien les respecter. Je vous invite aussi à opter le plus possible pour des vêtements de qualité. L'entretien d'un vêtement de bonne qualité est beaucoup plus efficace que celui d'un vêtement de mauvaise qualité. Les vêtements de mauvaise qualité auront tendance à très vite s'abîmer, même avec un bon entretien de votre part. Et c'est normal parce que ces vêtements ne sont pas faits pour durer. Ces vêtements sont beaux sur le coup, mais s'abîment vite pour vous pousser à en racheter sans cesse de nouveau. Et si vous ne renouvelez pas vos vêtements de mauvaise qualité, vous vous retrouvez avec le temps à porter des tenues vraiment peu valorisantes, sans même parfois vous en rendre compte. Faites donc bien attention à la qualité de vos vêtements et ne négligez pas leur entretien si vous voulez vous sentir mis en valeur au quotidien et ne pas vous sentir lassé par vos vêtements.